Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Nadia Bourria, qui est avocate au barreau de Bruxelles depuis environ 6 ans, mais qui est devenue avocate après une première vie, en l'occurrence dans le journalisme. Donc c'est une interview qui ravira celles et ceux d'entre vous qui, peut-être, avaient envie de rejoindre la profession, même si ce n'est pas la première voie que vous avez choisi d'embrasser. Aujourd'hui, Nadia s'est installée à son compte depuis peu. Elle pratique principalement le droit de la famille, mais fait aussi un petit peu de droit commercial et de droit civil. C'est maître François Haencourt que je remercie pour la recommandation et je remercie aussi par la même occasion Clémy CG pour son avis sur Apple Podcast, iTunes. Un avis qui m'a fait sourire puisqu'elle y souligne qu'elle fait donc partie de la maison, mais qu'elle fait plutôt cavalier seul et qu'elle est ravie à travers le podcast d'écouter des confrères et des consoeurs, ceux qu'elle aimerait rencontrer et aussi ceux qu'elle fuit. Et donc, je m'amuse de ce lien entre des avocats très différents à travers ce média. Vous aussi, bien évidemment, laissez 5 étoiles et un avis sur iTunes. Vous connaissez la musique, mais vraiment, ça, c'est utile pour faire connaître le podcast et pour booster mes algorithmes. Et donc, je vous en remercie. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Nadia Bourria. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. C'est avec un immense plaisir. Alors Nadia, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. C'est une longue histoire et j'ai pris des chemins détournés puisque avant d'être avocate, j'étais journaliste. Alors, comment es-tu d'abord devenue journaliste? Comment je suis devenue journaliste? Je te raconte depuis le tout début. Enfin, je te tutoie. Vas-y. Comment je suis devenue journaliste? Alors, j'étais une enfant extrêmement curieuse. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me voyais pas me spécialiser. Pour moi, c'était un non-sens. C'est particulier comme réflexion, mais comme je m'intéressais à tout, j'étais même un poil dilettante. J'aimais bien faire plein de choses et j'allais jamais au fond des choses. Je le suis encore un petit peu, mais moins. Et du coup, c'est vers, je sais pas, 18 ans, ouais. Ouais, à la fin de ton bac. À la fin, ouais, c'est ça, l'équivalent du bac. Je me suis dit, ouais, journaliste, c'est pas mal parce que c'est des études, d'abord, qui te donnent une culture générale qui me manquait. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Et puis, ça permet de rencontrer des tas de gens différents tout le temps et d'apprendre plein de choses. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à la fac de journalisme de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles. Et à l'époque, c'était 4 ans. D'accord. Donc j'ai fait mes 4 ans. Et puis quand j'ai eu fini, voilà, j'ai entamé ma vie professionnelle. Tu as fait des stages pendant ces 4 ans? Alors curieusement, non. Alors il y avait les stages obligatoires dans le cursus, mais sinon j'en ai pas fait. Mais c'était assez bien organisé, je dois dire, parce que il me semble que c'était en 3e, on faisait un stage obligatoire sur la radio, sur le campus, qui avait Radio Campus. Et donc on avait un stage obligatoire et c'était vraiment, oui, comme une vraie radio, quoi. Donc on présentait les journaux, on faisait du reportage. C'est comme une expérience pratique, quoi. C'est une expérience pratique et c'était vraiment sympa. Et puis, il y avait un stage obligatoire en dernière année, si je me souviens bien. Un qui devait être en presse écrite et l'autre qui devait être en presse audiovisuelle. Donc moi, je me suis retrouvée dans un canard bruxellois qui s'appelait La Lanterne. Et puis, j'ai fait mon stage en radio. Ça, c'était ma grande passion. Oui, j'allais te demander quel type de journalisme est-ce que tu voulais faire ? Alors au départ, j'étais assez ouverte à tout. Je me suis inscrite sans trop d'idées en fait. Mon idée première, c'était de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses. Et puis les cours de radio et télé m'ont un petit peu plus intéressée que les cours de presse écrite parce que je sais pas, ça m'ennuyait un peu. C'était peut-être un peu trop rigoureux à l'époque pour moi. Et en fait, c'est quand j'ai fait ce stage à Radio Campus
le tout premier flash que j'ai fait, je me souviens avoir mis mon casque, j'étais pétrifiée, j'étais débutante, j'étais nulle, mais à l'époque, on se fait tout un monde. Et je me souviens d'avoir eu cette sensation de me dire, c'est ça que je veux faire. Ok. Donc mettre mon casque, de la radio. De la radio, parler aux gens, parler à l'oreille des gens. Le côté bling bling, je suis célèbre, je passe à la télé, ça m'intéressait pas. La radio, par contre, c'est un outil d'une puissance dingue parce qu'on parle à l'oreille des gens, on est dans leur quotidien, on est dans leur voiture, on est dans leur cuisine. Ils nous connaissent à travers la voix et ils sont pas obligés de savoir qui on est, ils sont pas obligés de savoir la tête qu'on a. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc Le fait de pas savoir la tête qu'on a ou qui on est, quelle partie? Je sais pas, mais j'avais un petit problème qui m'a beaucoup ennuyée parce que j'ai fait de la télé après, on y reviendra sûrement. Mais je sais pas, moi j'ai un truc, je sais pas d'où ça vient, mais je suis à la fois quelqu'un d'assez plutôt expansif, exubérant, et en même temps, trop d'exposition Je sais pas expliquer, ça m'ennuie. Ça m'ennuie prodigieusement. Je trouve que c'est comme si on me volait un peu de mon intimité, en fait. Alors que bon, c'est pas parce qu'on est connu que forcément les gens savent ce que vous faites de votre vie. Oui, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion. Ça fait partie de mes réflexions actuelles et j'ai eu une discussion. Je me suis fait interviewer sur un podcast qui sera diffusé là jeudi et on a pas mal discuté de ça. Et donc je comprends, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'était particulier. Ouais, donc la radio, ça m'allait bien. Ça m'allait très très bien. J'ai adoré ça. Et t'as fait quoi en radio alors ? Alors, le premier job que j'ai eu, c'était Radio Contact. Et je faisais les flashs. Alors, c'était il y a longtemps. Donc, je crois que j'ai commencé Flash news, quoi. Les flash news. L'actualité, du news pur, quoi. Donc, les dépêches qui tombent. On fait un petit flash de 3-4 minutes. En terminant par la météo, il me semble. J'ai adoré ça. Qu'est-ce que t'aimais là-dedans ? Mais de nouveau, le fait d'avoir une information très diverse, de ne pas faire tous les jours la même chose. Alors oui, on va s'asseoir, on met son casque, on radote toute la journée, mais l'info, elle est tellement fluctuante, elle change tellement qu'il n'y avait pas de monotonie. Et j'aimais beaucoup ça. C'était mon premier job et j'ai adoré. Je crois que j'y suis restée 1 an. Et puis, et puis mon meilleur ami de l'époque, on est toujours amis, m'appelle un jour et me dit Nadia, tu sais, en France, le groupe Énergie cherche des journalistes. Celui, il était français. Christophe Bordet, si tu passes par là, je t'embrasse. Et alors moi, je me disais, mais il est complètement con, lui, mais qu'est-ce que je vais aller faire en France ? Il y a suffisamment de journalistes au chômage en France, je vais pas aller grossir les rangs, c'est ridicule. Enfin, moi, mais il m'a lancé un défi. Puis il me disait, ouais, en fait, t'es pas cap. Et alors ça, moi, il faut pas faire avec moi. Et le groupe Énergie, c'était le groupe Énergie radio. Voilà. Énergie. Exactement, c'est ça. Et donc, sans trop de conviction. Et donc, tu es recruté pour faire quoi ? Alors, à l'époque, si mes souvenirs sont bons, le CSA contraignait le groupe Énergie, donc il y avait Énergie et Chérie FM. Il les contraignait à, en échange d'une fréquence en province, en région, on les a contraints à faire de l'info locale, si vous voulez, à créer de l'emploi. Okay. En gros, c'était ça le deal. Je parle, voilà, c'est des vagues souvenirs que j'ai plus les détails en tête, mais en tous les cas, ils recrutaient énormément de monde. Je crois que c'était 2 personnes par ville. Donc, dans chaque ville, ils avaient 2 fréquences, une pour Énergie, une pour Chérie. Et ils recrutaient un garçon sur Énergie et une fille sur Chérie. C'est pas vrai. Si, je te jure. Mais tellement à l'époque, cliché. C'est hyper cliché. Je crois qu'aujourd'hui, ça aurait fait bondir les gens. À l'époque, personne n'a vu le problème. Ben non. Et moi, la première, je trouvais ça, bah oui, ok, les filles sur Chérie, c'est mignon, c'est girly, le nom, Chérie FM. Et donc, sans grande conviction, moi j'envoie mon CV. À l'époque, c'était encore des cassettes. Donc j'ai envoyé une cassette démo et ma grande surprise,
Eric Angioletti, qui était à l'époque le rédacteur en chef, m'a appelé. Oui, bonjour. On fait des tests sur Paris la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes disponible? Moi, j'en revenais pas. Moi, la petite bruxelloise, jamais. Les Belges, on voit toujours Paris comme la grande ville, la ville lumière, l'endroit où tout le monde réussit. C'était assez. Je m'y attendais pas. Mais c'était pour un poste dans une ville de province, de Voilà. région du coup. Oui. Et c'était pour faire. Il y avait une émission. Enfin, je comprends que c'était pas une émission en particulier. Du coup, c'était animé au niveau local. C'était pour faire la même chose. C'était exactement pour faire la même chose. Du C'était news. l'info du news, Ok. mais en local. Ok. Et donc, je suis allée faire les tests à Paris. Et puis, ils m'ont prise. Moi, j'étais persuadée que j'avais un accent belge et qu'on ne me prendrait jamais. Finalement, il paraît que j'ai un accent, enfin à l'époque, il paraît que j'ai un accent du Nord, mais pas trop un accent belge. Enfin bon, peu importe. Mais, Et maintenant, tu définirais ton accent comment? Parce que moi, j'entends pas d'accent. Ah, c'est autant dire que je peux parler comme ça si j'ai envie. Oui, ok. Oui, on a des expressions parfois, ou dans la manière de prononcer les mots en Belgique. Si je me laisse aller, il est possible que je dise 8 au lieu de 8. Ok. Alors je sais qu'on dit 8, mais bon, parfois... Ok. En tout cas, dans le parler courant, je n'entends pas très un accent. Donc, très bien. Donc, tu es prise par le groupe Énergie pour aller animer Chérie FM. Dans quelle ville, du coup? Alors, quand on m'a dit, voilà, super, Champagne, tu es prise, moi, je me voyais à Lille, parce que c'était tout près de chez moi, je connaissais la ville. Et puis, Eric Angioletti m'explique que ça ne va pas être possible, qu'il y a déjà quelqu'un qui est en CDI sur l'île depuis un moment. C'est pas possible. Alors, je me disais, où est-ce que je vais aller? Et puis, en fait, il n'y avait plus trop de places disponibles. Moi, je me voyais dans une grande ville, mais plutôt dans le nord. Je crains le pire. Ah ouais, non, mais... Alors, je veux pas être désagréable pour les gens, mais il faut bien se mettre dans le contexte. Donc, on me propose Clermont-Ferrand. Je savais pas où c'était. Ça te fait rire. Pardon, je suis désolée. Je m'excuse pour les Clermontois. Oui, moi aussi. Franchement, parce qu'il y a pas de... Mais voilà, j'habite Bruxelles à l'époque, je suis dans une grande ville. Et on me dit, je crois qu'on m'avait proposé Amiens et Clermont. Je savais pas, je crois que j'ai choisi à Pouf. Ok, va pour Clermont. Et je suis arrivée à Clermont et j'ai découvert un monde. Alors, parle-nous de cette découverte. Déjà, comment dire? Moi, en bonne bruxelloise, c'est un peu le même cliché que le parisien. Au-delà de la porte de Clignancourt, c'est la Plampa. Donc moi, c'était un peu ça. Moi, c'est ridicule, c'est complètement débile de penser comme ça, mais moi, en dehors de Bruxelles et en dehors des grandes villes, il n'y avait rien, quoi. C'était la campagne, il y avait des fermiers. Et puis après, il n'y avait plus rien. Enfin, ouais. J'ai honte de la le notion dire. de ville intermédiaire, t'étais assez étrangère. Et pourtant, mon papa adore une petite ville qui s'appelle Dinan en Belgique. Il y a un Dinan aussi en Bretagne. Mais voilà, c'est une petite ville toute mignonne avec du tourisme. Mais je ne sais pas pourquoi mes neurones n'ont jamais connecté que les endroits où on va en villégiature sont aussi des endroits où des gens vivent. Oui, habitent. Et donc ça a été le premier choc. J'ai découvert une petite ville. Mais ça a été une bonne découverte? Alors au départ, ça m'a beaucoup... Je vais être franche, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que les gens sont assez rugueux quand on les connaît pas. Mmh. Alors la chose qui m'a tout de suite plu, c'est l'environnement. Alors les montagnes autour, ça c'est d'une beauté. C'est splendide. C'est là que j'ai commencé à faire un petit peu de marche. On ne faisait pas du tout avant. Et puis, j'ai découvert la mentalité auvergnate. C'était vraiment des gens attachants. Ce sont des gens qui gagnent à être connus. Donc, au début, c'est compliqué. Mais une fois qu'ils vous accordent leur confiance, c'est vraiment des gens incroyables. Et ça a été quelque chose d'important pour moi, la relation humaine, tisser des liens avec des gens vrais. Et ça, c'était chouette. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi en termes de carrière? Parce que je comprends que du coup, tu étais dans un média à Bruxelles, grande ville. Il y a cet ami qui te fait le défi de postuler pour le groupe Énergie, donc peut-être gros groupe, et tu le fais. Et du coup, tu te retrouves catapulté
à Clermont-Ferrand. Mhm. Est-ce que c'était une amélioration dans ta carrière? Est-ce que c'était un step un peu, je fais un pas de côté pour ensuite pouvoir évoluer favorablement? Est-ce que tu pensais carrière? Est-ce que, déjà, est-ce que t'es, enfin, question connexe, mais t'es allée toute seule à Clermont-Ferrand? Ouais, Ok. je suis une grande malade. Je suis allée toute seule. Bon, j'ai passé des soirées à pleurer parce que, en fait, il y a des gens comme moi, j'en ai déjà rencontré, mais c'est paradoxal, mais j'ai jamais eu de plan de carrière. Je fais les trucs par coup de cœur. Et là, c'était une opportunité de faire un truc nouveau, d'aller vivre à l'étranger. J'avais pas vécu à l'étranger avant. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit, bah écoute, t'es majeur, vacciné, tu fais ce que tu veux. T'avais quoi? T'avais 25-26 ans là? Ouais, j'avais 25. Mes parents m'ont dit, écoute, vas-y, fais-le. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Bah ok, bah j'y vais. J'ai signé mon contrat et puis j'y suis allée. Ok. Et j'ai pas réfléchi en termes de contrat. Oui, à un moment, je me suis dit, ouais, éventuellement, je pourrais plus tard, quand j'aurai suffisamment d'expérience, postuler à Paris ou revenir à Bruxelles. Mais non, je n'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez. C'était une opportunité, quoi, Ouais, je l'ai saisi. Je me suis dit, à Clermont. Clermont. Non, non, mais encore Bon, une fois, après, ça met quand même dans un contexte de... Ça met dans un contexte, c'est-à-dire dans un contexte de quelqu'un, au-delà de Clermont, Amiens, Lille, on s'en fiche, mais enfin Lille c'est plus près de chez toi, mais ça met quand même dans un contexte de je suis capable pour un poste qui est différent mais un peu similaire quand même parce que ça reste de la news, de tout lâcher et d'aller m'installer au milieu de nulle part, tu vois. Oui, mais je suis une grande malade. Je sais pas, mais je suis encore capable de le faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je suis mariée, mais ça fait partie de qui je suis. Je réfléchis toujours a posteriori, en fait. Et t'as regretté? Non, parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vivre seule. Parce que avant ça, moi, je vivais chez papa-maman. Ça a été un choc monumental. Quand je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup pleuré, c'était la première fois que je vivais seule. Et tu pleurais parce que tes parents te manquaient, tes amis te manquaient, Tout. ou tu pleurais parce que t'arrivais pas à t'insérer? Non, je pleurais parce que ma famille me manquait, parce que j'avais plus mes copines. Parce que quand on annonce à ses potes qu'on part, bah, tout le monde te promet qu'il va venir te voir, que ça va être trop bien, on va t'appeler. Et alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas encore la ligne de TGV Paris-Bruxelles. Donc, c'était compliqué à l'époque. Donc, Et puis même, je crois que Paris-Clermont-Si, maintenant, il y a un TGV. ah, ça, j'en sais rien, mais Mon Dieu, pardon. jusqu'à il n'y a pas longtemps, je crois qu'il n'y en avait pas. Donc, peut-être, alors, parce que je n'y vais plus. Donc Pardon je aux sais pas. Clermontois pour... Pardon encore aux voilà. Clermontois. On leur fait une image terrible. Mais non, c'était hyper compliqué. Et au début, c'était compliqué de s'insérer parce que. C'était vraiment vivre à l'étranger, quoi. Oui, exactement. Et en plus, je me souviens au départ, parce que il y a un des gars du bureau qui est plutôt franc, qui vient me voir et qui me dit tu sais, on t'aime pas parce qu'on est persuadé que tu as été envoyé par Paris pour nous surveiller. Parce que c'était un peu le village gaulois. L'enfer. Ah là, mais je l'ai regardé, mais j'en ai rien à foutre, moi, de Paris. Enfin, je sais pas, on m'a envoyé ici faire mes flashs. Vous me laissez faire, tant mieux. Vous me laissez pas, je m'en fous, je me tire. Et puis, ils m'ont testé, je pense, parce qu'ils racontaient des trucs devant moi, et puis ils attendaient voir quelques jours s'il n'y avait pas Paris qui rappelait, pour les rappeler à l'ordre. Et puis ils se sont rendus compte qu'il ne se passait rien, et puis progressivement, ils m'ont intégré. Mais ouais, non, c'était une expérience intéressante. Mais j'ai demandé au rédacteur en chef à bouger, parce que je trouvais que 6 mois, c'était bien. D'accord, donc t'es resté que 6 mois. Ouais, j'avais un CDD de 6 mois et après ça devenait un CDI. Je dis écoute, j'aimerais bien découvrir autre chose. et j'ai eu de la chance parce que une de mes collègues qui était à Rennes s'en allait. Et du coup, il m'a dit bah, si tu veux, il y a Rennes. Et je sais pas pourquoi, j'avais entendu parler de Rennes, de réputation, ville étudiante, machin, et ça c'était pas mal.
Ça, c'était vraiment pas mal du tout. Du coup, tu es allée à Rennes. Du coup, je suis allée à Rennes. Encore une fois, je déplore mon ignorance de la géographie française, mais c'est plus grand que Clermont, Rennes. Ouais, c'est un petit peu plus grand. Il me semble qu'à l'époque, c'était 250 000 intramuros, si je ne me trompe. Enfin, peut-être que c'est similaire, mais moi, j'ai l'impression que c'était plus grand quand même. Et à Rennes, ça s'est bien passé, mieux passé? Oui. Pareillement passé? Pareillement, je sais pas. En fait, comme c'est une ville étudiante et que j'étais relativement jeune, c'était plus facile de se faire des potes. Je me suis fait beaucoup de copains. Comment tu t'es fait ces copains? Ah ben c'est pas compliqué. Il y en a une que j'ai rencontrée à la laverie en bas de chez moi. Une autre parce que j'étais partie, j'avais pas fini de passer mon permis en Belgique. J'avais le théorique et du coup il n'était pas valable en France. Du coup il a fallu que je me réinscrive dans une auto-école. J'ai rencontré une autre copine qui est encore une amie aujourd'hui à l'auto-école. Ok, c'est pas des histoires de j'allais dans les bars et je me fais des aussi. Aussi, j'ai écumé la rue de la soif dans tous les sens. Voilà, quand on est jeune, ça fait partie du folklore. Donc ouais, non, mais Rennes, ça m'a plus plu parce que c'est une ville jeune. Il y avait beaucoup plus d'activités, des festivals, des expos, des concerts. Ça correspondait plus à mon âge. Je pense qu'à l'âge d'aujourd'hui, je préférerais être en Auvergne parce que la nature, la beauté des lieux, etc. À l'époque, Rennes, ça m'a beaucoup plus éclaté. Et du coup, tu es resté combien de temps à Rennes à ce poste chez RIFM? 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et en fait, après 2 ans et demi, donc ça faisait 3 ans au total, j'avais l'impression d'avoir fait le tour parce que flasher tous les jours, au bout d'un moment, on a envie d'évoluer. Et de nouveau, je m'étais dit, ok, il faut que je bouge. Et je ne savais pas trop. Et en fait, j'ai laissé faire le destin. Je me suis dit, ok, je vais envoyer des CV à Paris et à Bruxelles. Pour quel type de poste? Le même type de poste, mais un petit peu plus... Voilà, j'avais envie d'évoluer, j'avais envie de... Donc, de la news toujours, mais un poste de rédac chef, un poste Pas de... forcément rédac chef, mais présenter, tu vois, le gros journal du matin ou le journal de 13h, de 18h, des rendez-vous infos plus importants que, entre guillemets, bêtement de flash sans être... dédaigneuse à l'égard des flasheux, parce que faut commencer quelque part. Moi, quand j'ai débuté, j'étais super contente de le faire, et puis après, on a envie d'évoluer. Et en fait, le premier endroit qui a répondu, c'était RTL Belgique. Belle RTL. Pareil, on m'appelle, bonjour, on a reçu votre CV, on a reçu votre cassette, est-ce que vous pouvez venir faire des essais? Oui. Et il y avait une part de moi, comme beaucoup de provinciaux qui avaient envie de monter à Paris parce que c'est le Graal. Et puis il y a une autre part de moi qui se disait « Ah ouais, Bruxelles, c'est trop bien, mes potes, ma famille, revenir d'où je viens, quoi. » Ça me manquait, ça me manquait. Après 3 ans, ça me manquait énormément. Et Bruxelles a répondu, j'aime pas cette formule, c'est bizarre, mais voilà. Et donc on m'a proposé, et là pour le coup c'était, j'étais contente d'être sur une chaîne plus sérieuse entre guillemets, parce qu'il y a toujours cette différenciation entre chaîne musicale et chaîne généraliste où l'info est plus sérieuse, où il y a du reportage, des vrais rendez-vous d'info. Donc j'avais l'impression d'upgrader au niveau de mon poste, mais par contre au niveau du statut là c'était un petit peu compliqué parce que là on me proposait que du freelancing, donc des piges. Et je réfléchis. Et... C'est la collaboration libérale des journalistes. Voilà, exactement. Et je me suis dit, tu sais quoi, non mais tu rentres à Bruxelles, t'es dans ta famille. Et j'ai tout lâché, j'ai donné ma dème à Rennes. Je suis partie comme ça de nouveau. Comme ça, sur presque un coup de tête. Et puis je suis rentrée chez moi. Et donc freelancing, mais un faux freelancing, parce que du coup, que pour Belle RTL. Ouais, exactement. Tu t'as pas fait le freelancing où tu proposes des sujets à plusieurs radios J'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie.
Et puis finalement, ils avaient quand même pas mal d'heures à proposer, en tout cas au départ. Et ça me convenait comme ça. J'avais envie de retisser des liens. Parce qu'alors, bon, moi, grande naïve, je me suis dit, je rentre chez moi, ça va être top. Je vais reprendre mes relations là où je les avais laissées. Ah ben, t'es ch'tu. Les gens ont continué à vivre. Ils t'ont oublié. Et j'ai recommencé à pleurer à Bruxelles. Et tes amis de Rennes te manquaient. Mes amis de Rennes me manquaient. Et puis mes amis de Bruxelles, ben, il a fallu redémarrer la machine, les appeler. Coucou, je suis là. On se ferait pas un apéro. On irait pas au resto. On se ferait pas une sortie. Alors j'avais mes parents. Ça c'était bien. Ça, c'était le côté chouette de retrouver sa famille, mon frère et ma sœur. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, et puis voilà. Puis je suis rentrée dans une routine. Je faisais mes trucs, mes flashs. Je crois que j'ai commencé le week-end. Je faisais je faisais le journal du soir, les flashs du soir, le week-end. Puis progressivement, on m'a proposé les petits matins. Ça... Donc les soirs et les petits matins ? Non. Quelques années plus tard, on m'a proposé les petits matins. Ça, c'était l'enfer. Ça, j'ai cru que j'allais mourir. Donc le petit matin, c'est genre 5-7 ? Ah non, c'était plutôt que ça. C'est la matinale, genre 2h, 10h, un truc comme ça. Ouais. J'ai une amie qui a fait la matinale chez BFM et du coup c'était 2h, 10h, c'est son contrat, l'enfer. Ah non, mais ça c'est l'enfer. Moi, quand je pars de chez moi tôt et que j'écoute les matinaliers, j'ai une admiration, mais sans borne pour eux, parce que je me dis, mais comment ils font ? Il y en a qui font ça, mais pendant 10 ans, 15 ans. Moi, ça m'a usé. Moi, une année, j'étais à ramasser à la petite cuillère, c'était l'enfer. Et c'était, quand on t'a proposé, tu avais le choix ? Pas vraiment. Ok. Du fait du statut de freelance. Exactement. On n'a pas vraiment le choix et je me souviens plus trop du contexte parce que moi j'ai cette faculté à un peu oublier. Un peu oublier volontairement ou pas les choses désagréables. T'avais anticipé que ce serait à ce point-là pénible ? Non, jamais. Moi, j'avais accepté parce que pour moi, c'était un super défi. Être à la matinale, c'est la plus grosse écoute, en fait. Donc, je m'étais dit, waouh. C'est la plus grosse écoute ? Ouais. En tout cas, pour Bel RTL, c'est la plus grosse écoute. Donc, la matinale, les gens, ils sont dans leur bagnole le matin, ils sont dans les bouchons, donc ils écoutent la radio pour tuer le temps. Donc, moi, j'étais ravie qu'on me propose ce poste-là. Et puis donc, tu l'as vu comme une belle opportunité qui s'est révélée être cauchemardesque. Et c'était un cauchemar. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était extrêmement pénible. J'avais pris 10 kilos parce que j'arrivais pas à me... Moi, j'étais complètement déboussolée, et psychologiquement et physiquement. Et à l'époque, j'avais une copine, mais elle m'a sauvé la vie. Elle venait, donc je rentrais à la maison, il était 9h30, je pense, dans ces eaux-là, 9h30, 10h. Et je me mettais au lit, je mangeais un peu, je me mettais au lit, et je dormais, mais j'étais complètement déphasée. Et elle venait tous les jours, quasi, sonner à ma porte pour me sortir parce qu'elle voyait que j'étais en train de déprimer. C'est la vraie dépression. J'avais plus envie de rien. Je faisais que bosser, en fait. J'allais bosser, puis je rentrais chez moi, et puis je fermais les rideaux, et puis je dormais. Je faisais rien. Je lisais plus, enfin, toutes les choses qui me... Et donc, elle venait me chercher tous les jours en me disant, écoute, Nadia, tu peux pas rester comme ça. Et elle m'a gardé la tête hors de l'eau. Et puis, il a fallu annoncer au rédacteur en chef que je ne voulais pas rempiler pour... l'année suivante. Pour la saison suivante. Et là, ça a été un petit peu compliqué. Parce que, en gros, on m'a un petit peu punie, on va dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis retournée faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire du flash le week-end. On t'a enterré, quoi. Ouais. Tu l'as vécu comment ? Très mal. Et puis je me suis dit... j'ai pris rendez-vous avec le rédac chef, je suis allée le trouver. Et puis je lui ai expliqué. Je dis, voilà, moi, je le vis très mal, je lui ai expliqué. Et j'ai, en plus de très mal le vivre, là, au niveau pécunier, ça va être un petit peu compliqué. Et en fait, je pense que ça l'a vachement touché que je vienne lui en parler.
parce qu'ils s'y attendaient pas. Parce que moi, j'ai un côté comme Mais ça. ils se rendent compte quand même de la masse de travail qu'ils proposent et des contrats. Je crois qu'ils s'en fichent, mais c'est pas C'est volontaire. pas malveillant, c'est juste Non. c'est pas dans son orbite, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils remplissent des cases en fait. Donc ils se rendent pas compte parfois de l'impact de modifier, Telle ou telle le grille. planning, ouais, la grille. Et là, il a fallu que j'aille lui expliquer. J'ai dit voilà, moi, mon loyer, il est de autant. J'ai un prêt pour ma bagnole parce que voilà, les transports en commun, c'est pas ça. Non, et puis c'est ouf parce que tu justifies par rapport à tes charges fixes, mais en vrai, Ouais. par rapport à ton expérience, à ce que tu as apporté, je veux dire, c'est. Ouais, mais alors ça, Mais oui. ça c'est un long débat et je pense que tu l'as déjà abordé avec d'autres invités du podcast. Alors nous, les filles d'une certaine génération, ben on ne sait pas se vendre, c'est une catastrophe. Ouais. Puis j'ai envie de dire pas que d'une certaine génération, mais ouais. Peut-être, mais en tout cas, ma génération, moi je voyais les gars à la rédac. Qui pour certains, alors c'est méchant ce que je vais dire, mais ils savaient pas, ça cassait pas trois pattes à un canard et ils allaient se vendre et tous les 2-3 ans, ils avaient de l'avancement et puis bah toi, tu les regardais avec un air rêveur et puis quand tu faisais une petite tentative, on te regardait gentiment en te disant mais tu as déjà bien de la chance d'être là. Oui. Tu sais, si tu t'en vas, il y en a 10 qui voudront prendre ta place. Bon alors qu'est-ce que tu fais? Tu te tais puis tu continues. Voilà, et donc j'ai justifié en faisant ma pauvre petite chose, c'est-à-dire ce qu'on attendait de moi. Et la particularité d'RTL Belgique, c'est que la radio et la télévision sont dans les mêmes bâtiments, c'est le même groupe. Et donc il m'a dit écoute, je vais voir avec la télé s'ils n'ont pas 2-3 piges pour toi. Et puis du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la télévision du jour au lendemain. Tu faisais quoi comme télévision? Vas-y. Je vais couper ça parce que je pensais l'avoir mis sur silencieux, mais en fait, il vibre. Voilà, là, il est complètement muet. Donc attends, il te dit je vais voir avec la télé, tu dis ok, toi t'es dans une logique, du coup t'attends qu'on te propose. Tu postules pas ailleurs. Ben, en fait, Je remets dans le contexte où t'étais pas bien dans tes pompes aussi, hein, mais... j'étais pas bien dans mes pompes. Il faut aussi se rendre compte du contexte en Belgique. C'est pas la France. Genre au niveau média, il n'y a pas grand-chose. Il y a RTL qui est la chaîne privée. Et puis il y a le service public. Et puis après, il y a la presse écrite. Moi, voilà, c'était plus mon truc. Moi, je crois que la dernière fois que j'avais écrit un article, c'était des années avant en stage. C'était pas ma came en fait. Et donc, je me disais, ok, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je me dis mais franchement, à l'époque, si je me souviens bien, je m'étais même dit, s'il faut, je repars en France. C'est pas grave. J'ai ce côté, alors je sais pas me vendre, mais bouger, c'est pas un problème. C'est paradoxal. Mais... Non, c'est pas paradoxal parce que c'est du coup de l'ultra flexibilité pour compenser. Ah oui, complètement. Mais je me souviens de m'être dit, je vais appeler mes potes en France, voir s'il n'y a pas une opportunité quelque part, quitte à retourner en province, je m'en fous. Mais et je leur disais à RTL en Belgique, je leur disais, vous savez, je suis pas mariée avec vous. Moi, j'ai connu d'autres boîtes, donc c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, c'est pareil, c'est le même prix. Et ça, ils le comprenaient pas bien. J'ai l'impression, ils avaient l'impression que c'était du défi ou de la mauvaise humeur, mais je le pensais. Sachant qu'en plus, les mecs, t'es en freelance, et c'était normal que tu sois freelance? Normal. Enfin, je veux dire, par rapport au droit du travail. C'était cadré, c'était bof. C'est en principe, vu le nombre d'années, etc. À un moment donné, ils auraient dû proposer un CDI, ce qu'ils ont fait plus tard. Mais à ce moment-là, non, c'était la flexibilité, c'était comme ça qu'ils manageaient à l'époque. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui puisque j'y suis plus, mais ça a un petit peu évolué après. Puisqu'ils essayaient quand même de salarier les éléments qui étaient là depuis longtemps et qu'ils avaient envie de garder. Oui, non, mais toi, à l'époque, par rapport à ta situation, enfin, bref, mais je trouve ça fou, quoi. Et donc, on te propose ce poste en télé. Ouais, des piges, en reportage, du coup. Donc, des formats plus longs.
Non, toujours pour le journal, donc du news, mais en télé. Et donc là, c'est un nouveau métier que je dois apprendre parce que j'en avais fait un petit peu de la télé, mais comme ça. Et donc j'ai dû apprendre un nouveau métier, donc faire des sujets pour le journal de 13h et le journal de 19h, puisque en Belgique, les journaux sont plus tôt, puisque les gens mangent plus tôt. Et voilà, donc ça, c'était un challenge quand même, parce que j'avais passé tellement de temps en radio, j'ai dû sortir de ma zone de confort. T'y es allée avec enthousiasme ou t'y es allée en te disant, bah, de toute façon, c'est ce qu'on me propose? Avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'allais apprendre des trucs nouveaux. Ok. Faut revenir à mon caractère, moi j'adore apprendre. Donc c'était du freelance, c'était pas grave, c'était pas beaucoup de piges, mais c'était pas grave, parce que j'allais apprendre. J'ai appris, j'ai rencontré des gens. Ça, pour le coup, le news à la télé, ça c'était un métier. Je pensais que ça me plairait pas, parce qu'il y a le côté. Bah, c'est ce que j'allais te dire, ouais, plus de visibilité. Voilà, parce que de temps en temps, ben, on est amené à faire un plateau en situation. Ça me plaisait pas trop les plateaux, mais je les faisais parce que voilà, ça faisait partie du taf. Mais ce métier a été extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des gens. Parfois, aujourd'hui, quand j'en parle, les gens me prennent pour une grosse mytho. Tu vois, exemple, il n'y a pas très longtemps, on parlait du roi et de la reine. Je dis, ah ouais, lui, il est super cool, elle encore plus. Et les gens me regardent en se disant, mais pour qui elle se prend? Elle est complètement cinglée. Et en fait, oui, j'ai fait une mission économique avec le roi et la reine. À l'époque, ils étaient princes et princesses, ils n'étaient pas encore roi et reine. Et on est dans le même avion, on est dans le même hôtel. Il y a des points de contact qui sont faits par les diplomates. Et du coup, oui, le roi et la reine, je leur ai parlé, on a papoté. Alors la Belgique, c'est beaucoup moins rigide que la France. Donc à l'époque, quand j'étais journaliste, j'avais les portables de tout le gouvernement, de la plupart des parlementaires importants qui comptent. Mais ça, c'est un truc, mais quand on y est, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui que j'y suis plus, je me dis, mais bon Dieu de bonsoir. Et tu n'en as même pas profité. Ah ouais. Alors attends, on va revenir là-dessus. Donc du coup, tu fais, toi qui as appréhendé, au tout début, qui appréhendait plutôt la télé, tu t'y retrouves là et tu y vas avec enthousiasme, et super expérience. Ouais. Diversité des sujets, t'apprends énormément, tu fais plein de rencontres. Ouais. Donc, en quoi est-ce que tu faisais plus de rencontres ou des rencontres plus intéressantes à la télé que pour la radio? À la radio, je flashais, donc j'étais enfermée dans mon studio et je faisais peu de T'étais reportages. dans un bocal, ok. Ouais, j'étais dans mon Alors bocal. que là, tu devenais de terrain. Ouais. Et là, j'étais de terrain et contre toute attente, ça me plaisait et apparemment, j'étais pas trop mauvaise. Parce qu'alors, je suis devenue, on m'appelait le couteau suisse. On me faisait faire à peu près tout. Des carambolages. Parce que bon, la télévision belge, ça reste à l'échelle de la France une télé locale. Donc, j'ai fait des tas de trucs. J'ai fait des missions économiques, j'ai fait de la politique. J'en mettais à toutes les sauces parce que je suis hyper curieuse et ça m'intéresse et j'adore rencontrer des gens. Et tu dis que t'en as pas profité. Enfin, je veux dire que t'en as profité, mais que t'as pas profité du carnet d'adresses et tout. Mais quand t'as un carnet d'adresses de dingue comme ça, aujourd'hui je trouve ça fou. Je me dis mais t'es complètement ça. Enfin, mais comment t'aurais pu en profiter? J'en sais rien. Rétrospectivement. Mais je sais pas moi. J'en sais rien. Mais ouais, utiliser plus ce réseau. Je l'ai sous-estimé en fait. Mais c'est pas dans mon caractère d'appeler les gens pour avoir un service ou me faire inviter. C'est pas dans mon caractère. Et du coup, ouais, aujourd'hui avec le recul, je me dis quand même, t'aurais pu. Ouais, t'as vu des collègues le faire. Bah oui. Ouais, il y en a qui le font, ouais. Ils se gênent pas. Mais je crois que c'est une question de caractère. J'aurais voulu le faire, je crois que j'aurais été maladroite. Donc. On est toujours maladroit quand on commence quelque chose. Mais... Ouais, c'est clair. Ça dure combien de temps cette expérience en télé? Oh mon Dieu. Ça dure. J'ai été licenciée en 2013. Et donc je suis arrivée en télé, je crois que ça devait être 2001-2002. Ah ouais, donc ça dure plus de 10 ans. Ah ouais, mais j'ai tellement adoré que mon côté, j'ai la bougeotte, après un an ou deux, je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte. Là, tu t'es complètement installée. Ah non, oui, j'avais plus envie. Et donc au bout d'un moment, tu as été salariée? Au bout d'un moment, j'ai été salariée. Je pense qu'on m'a proposé un CDI, ça devait être vers 2006.
Alors, ça me plaisait beaucoup, mais il faut dire que j'ai beaucoup de caractère et je suis pas du style à rentrer dans les clous. Donc, quand il y avait des problèmes d'organisation, je me gênais pas pour le dire. Ça plaisait pas beaucoup à la hiérarchie. On m'a beaucoup fait comprendre lors de mes évaluations que je bossais bien, mais qu'il fallait un petit peu arrondir les angles. Être un peu plus fille, en fait. Parce que les garçons qui avaient exactement le même caractère, on disait qu'ils avaient du caractère. Et moi, en gros, on me disait que j'étais une emmerdeuse. Et tu le prenais comment? Mal. Mal, parce que il y a une part de moi qui rêvait encore de l'égalité des sexes, mais ça n'existe pas, c'est une chimère. On peut y travailler. Ah oui, non, mais franchement, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir la nouvelle génération qui ose s'exprimer, parce que je me dis, mais nous, on n'osait pas, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je n'osais pas. Je racontais une anecdote, c'est un truc de fou, quoi. À l'époque, ça m'avait fait l'effet d'un coup de poing, et j'ai rien dit. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors, je ne sais pas si tu connais la tradition de Saint-Nicolas. Pas vraiment. Alors, on fête Saint-Nicolas dans tous les pays du Nord, donc Pays-Bas, Belgique, dans l'Est de la France, il me semble aussi. Donc, c'est un saint. C'est un peu l'équivalent du Père Noël, en fait. C'est le Père Noël catholique, on va dire. Et le Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre, donc c'était hier. Et dans toutes les entreprises, le grand saint est déguisé et puis il vient avec des friandises pour les enfants, donc des mandarines, des spéculoos, des chocolats, voilà. Et donc tous les ans, c'était la même personne qui jouait le rôle de Saint-Nicolas. Tu t'es fait draguer par Saint-Nicolas? Non. Et il me propose de jouer le rôle de Père Fouettard. J'accepte parce que je trouve ça trop sympa. Donc je suis déguisée en mec, voilà, je suis grimée et je trouve ça trop cool. Et il y avait une fête du personnel et il me dit viens, on va aller annoncer la bonne nouvelle à la hiérarchie. Et il m'emmène et j'ai devant moi tous mes chefs. Et puis il leur dit Nadia a une grande nouvelle à vous annoncer. Réponse non mais tu vas pas me dire que tu es enceinte là, c'est pas possible. Tu viens de signer un contrat, tu es enceinte? Et donc là, t'es déguisée? Non, pas encore. Ah non. Parce que c'est au moment où on annonce le fait que c'est moi qui allais être Père Fouettard cette année-là. Très bien. J'ai du mal à m'exprimer. Non, Et là, je suis restée, mais paf. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Donc, une fille qui vient de signer un CDI et qui a une grande nouvelle à annoncer, c'est forcément qu'elle est enceinte. Forcément, elle vient de signer un contrat, donc elle va avoir l'idée d'être enceinte. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Enfin, voilà. Donc... Et t'as rien dit et tu regrettes de rien avoir dit. J'ai éclaté de rire. Je voyais pas... Enfin, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et puis... Ouais, de gêne, quoi. Ah oui, non, mais... Et puis, j'ai fait Père Fouettard. Je me suis bien amusée. Et du coup, pendant ces plus de 10 ans, il y a eu une évolution dans ton poste? Lentement, mais sûrement. Je pense qu'il y avait un côté où on n'avait pas trop envie de me faire évoluer parce qu'ils se disaient c'est une emmerdeuse, si on lui donne trop d'importance, elle va se la raconter. Il devait y avoir un truc comme ça. Mais j'ai quand même évolué parce que on prend de la bouteille. T'es allée chercher cette évolution? Pardon? Quand tu dis parce qu'on prend de la bouteille, t'es allée la chercher cette évolution ou elle t'a été donnée parce que d'année en année on peut pas trop juste le planter à un poste? Il a fallu que j'aille quand même chercher. Il a fallu. En fait, il y a eu un concours de circonstances. En fait, j'étais une journaliste tout terrain. Et un jour, le rédacteur en chef m'appelle et me dit écoute, Dominique, qui était la chroniqueuse judiciaire, parle pas néerlandais. Et il y avait un tout gros procès dans lequel le prince Laurent de Belgique devait comparaître à titre de témoin.
Et le procès se passait à Asselt, donc en région flamande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien la Belgique, nous sommes un pays fédéral avec 3 régions, 3 communautés. Et donc on parle en Belgique le français, le néerlandais et l'allemand. Et donc le procès se déroulait en Flandre, où on parle néerlandais, et donc les procès se tiennent en néerlandais. Et donc on me propose d'aller aider ma consoeur, enfin ma collègue, parce qu'elle ne parle pas le néerlandais. Et donc je suis catapultée. Moi, j'avais jamais vu un procès de près ou de loin. Et j'ai atterri dans ce truc, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça trop sympa. Qu'est-ce que tu as adoré ? Le côté un peu théâtral. J'aimais bien ça. Alors les gens parlent bien. Alors bon, au départ, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est empoulé, qu'est-ce que c'est poussiéreux. Mais je sais pas, il y a un côté théâtral qui m'a beaucoup plu. Et intellectuellement, c'était intéressant parce que tu vois, moi je connaissais l'affaire parce que on en disait dans la presse. Mais après, je voyais les arguments développés par les avocats et je trouvais ça hyper intéressant. Bon, même si il y a des trucs que je ne comprenais pas franchement, mais c'était du correctionnel. Donc, c'est pas une procédure orale, c'est une procédure... voilà, c'est un peu compliqué, mais ça m'avait bien plu. Et ça m'a donné le goût du judiciaire. Ça a commencé là. Et c'est par le judiciaire que tu as eu une évolution dans ton poste, du coup ? Parce qu'on partait de là ? Ouais. Ok. Parce que du coup, tu t'es mise à faire de plus en plus d'affaires judiciaires, ouais. à les couvrir d'un point de vue journalistique. Exactement. Et ça t'a permis d'accéder à une place particulière Ça m'a permis d'être reconnue au sein de la rédaction comme étant la chroniqueuse judiciaire. Je suis devenue un peu fait diversier, chroniqueur judiciaire de la chaîne. Et en particulier, je couvrais énormément de procès d'assises en Flandre parce que je comprenais le néerlandais et du coup, j'en ai fait beaucoup en fait en Flandre et c'est ça qui a fait que j'ai gagné une sorte de légitimité et j'ai pu les faire chez moi aussi à Bruxelles. Donc en fait, tu as occupé un terrain inoccupé, quoi. Exactement. J'ai occupé un terrain que personne ne pouvait occuper et personne ne voulait occuper. C'était conscient ? Non. Comme tout ce que je fais, c'était donc totalement inconscient. Il y a eu cette première opportunité, ça t'a plu. Ça m'a plu. Et ensuite, t'es allé chercher les autres procès. C'est juste qu'on te les a proposés parce qu'au fur et à mesure, il fallait les couvrir. Tiens, Nadia, il y a encore un procès. Au fur et à mesure, dès qu'il y avait un procès en Flandre, c'est tiens, Nadia, tu parles néerlandais, tu t'es bien démerdée à Asselt, tiens, vas-y. Donc j'ai fait des procès à Anvers, à Tongres, vraiment tous les gros procès côté néerlandophone quand j'étais disponible, quand j'étais à l'horaire, c'était pour moi. Et puis progressivement, j'ai fait d'autres gros procès d'assises à Bruxelles, un petit peu moins dans les villes de province belge, parce que là, il y avait d'autres gens dont c'était le boulot habituel, donc j'allais pas marcher sur les plates-bandes des autres, mais ça m'a bien plu et de fil en aiguille, je me suis aussi intéressée beaucoup à toute la mouvance terroriste et du coup j'ai couvert aussi pas mal de procès terreau parce que bon, malheureusement en Belgique on a eu quelques épisodes et donc ça a fait que je suis devenue la madame chronique judiciaire d'RTL, tout en continuant à faire beaucoup de tout-terrain parce que voilà, c'est une petite chaîne de télévision et on ne peut pas se permettre de trop spécialiser les gens. Mais, Et ce profil, Madame chronique judiciaire, peut-être un peu Madame terrorisme belge, d'un point de vue journalistique, etc., ça a rayonné au-delà de RTL, de ta chaîne ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça t'a donné une visibilité au-delà de ta chaîne, alors bien évidemment je pense plus à ton milieu professionnel, c'est-à-dire aux autres chaînes journalistiques, aux autres journalistes
Je vois pas le sens de ta question. Est-ce que le fait d'acquérir cette spécialité, entre guillemets, tout en restant tout terrain dans la chaîne pour laquelle tu travaillais, est-ce que ça t'a donné une visibilité pour les autres médias de ta région ou de là où tu exerçais? Et du coup, est-ce que ça t'a attiré des nouvelles opportunités de boulot? Non. Non. Non, mais par contre, parfois, quand il y avait des envoyés spéciaux de chaînes étrangères, ça m'est arrivé de donner des interviews en tant que spécialiste avec des grands guillemets, mais des opportunités professionnelles. Après, oui, quand on va y venir tout à l'heure, mais quand j'ai quitté RTL, j'ai été énormément sollicitée. Je me suis rendu compte en partant de là de la valeur que j'avais. Alors, pourquoi attendre? Mais oui, mais tant que j'y étais, en fait, moi, j'ai ce côté, en en parlant maintenant avec toi, je me rends compte à quel point je suis pas du tout, alors que j'ai l'air, on me l'a déjà dit, oh, t'as l'air tellement carriériste, en fait, je le suis pas du tout. Moi, je fais les trucs par coup de cœur, je suis grande gueule, donc je peux exploser sur des trucs que je trouve importants, mais je vais pas, je sais pas, et je me rendais pas compte à quel point mon travail était apprécié. Je n'en percevais pas l'importance. Et tu dis que tu t'en es rendu compte donc quand tu t'es séparée de cette chaîne, et j'ai cru comprendre que ça avait été un licenciement. Ouais. C'était un licenciement économique, ça a été un licenciement parce que ça se passait pas bien. Oh, c'est un petit peu tout. C'est un licenciement économique, mais en fait, il faut revenir un petit peu en arrière parce que donc j'étais chroniqueuse judiciaire, ça me plaisait bien, et de la même manière, ma vie, c'est un sketch. Donc de la même manière, quand j'ai eu ce casque sur la tête, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je me suis retrouvée un jour à un procès, j'étais assise. Je vois un avocat, je ne sais pas pourquoi, il n'était pas plus brillant qu'un autre. Et je me dis, mais je veux faire ça. Je me suis dit, je veux faire ça et je ferai ça. Et je me souviens que je l'ai même dit à mon collègue d'à côté de la RTBF, on était assis, on suivait le même procès. Et je le regarde et je dis, un jour je serai là. Puis il me regarde et puis il se fout de ma gueule. Il me dit, mais enfin, il faut avoir fait droit. Puis je l'ai regardé, je fais, ouais. Mais je vais le faire. Et en fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Mais c'est-à-dire, donc là, on est en quoi, 2010, avant? Avant. On devait être en 2007. Et donc, tu me disais que tu t'es fait licencier en 2013, donc ça veut dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ta tête. Ça veut dire que tu as commencé les études. Ça veut dire que... Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. Donc, il y a que je traîne mes savates, comme on dit, dans les cours d'assises, et ça me plaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une cour d'assises, ça va, c'est une procédure orale. Le président explique tout. Donc, on suit, on comprend. Mais dès que je me retrouve en correctionnel, ou pire, au civil, parce que ça m'est arrivé de suivre l'une ou l'autre affaire civile particulièrement polémique, voilà, qui avait fait la une des journaux, je comprenais, mais que dalle. Tu sais, t'as le président qui ouvre les débats en disant bonjour, in limine litis, machin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je me suis dit, mais nom de Dieu, il faudrait que je prenne un ou deux cours de droit pour comprendre. Et au départ, je m'étais dit, ouais, je vais m'acheter un livre, puis je sais pas, je réfléchissais. Mais ça faisait un moment que je me disais, il faut que je me forme. Parce que j'avais une espèce d'intuition. C'est un peu brouillon tout ce que je raconte, mais... Non, mais c'est très bien, il faut parler de ces choses brouillonnes. J'avais une intuition profonde que ce métier, j'allais le quitter. Je reste journaliste et je le suis encore aujourd'hui, mais le métier, de la manière dont je le faisais, je savais que j'arrivais au bout d'un cycle. C'était intuitif, intrinsèque à moi, et donc je cherchais une sorte de porte de sortie.
Parce que j'avais cette intuition que je ne voulais plus être journaliste, en tout cas dans la manière dont c'était exercé. Donc une histoire de projection, un problème de projection. Ouais, je sais pas, j'ai d'abord eu une intuition, et puis j'ai vu arriver les médias sociaux, et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, ça m'a un peu affolée, parce que contrairement à d'autres, moi j'ai vu arriver le souci avec les médias sociaux. Je sais pas l'expliquer. Je me disais, les Twitter, les machins, les haters, déjà à l'époque, je me disais, ça me plaît pas. On en revient au côté, je suis exposée, je suis susceptible d'être lynchée, ce genre de choses qui me plaît vraiment, qui me plaisent pas. Et je me souviens que je voyais de temps en temps des envoyés spéciaux sur le terrain d'Asie du Sud-Est. Alors, est-ce que c'était des Japonais? J'en sais rien. Mais déjà à l'époque, ils avaient les selfie sticks et avec un portable, avec un smartphone, ils faisaient tout un sujet, ils faisaient un direct, et ils envoyaient ça à leur chaîne. Et nous, on était là avec nos cars régies, on était 4. Et je me souviens à l'époque, j'avais dit à mes collègues, vous allez voir, la Belgique c'est tellement petit, parce qu'il faut bien s'imaginer que RTL TVI, à l'époque où j'y étais, ça s'adresse à la moitié du pays, donc la moitié francophone. À l'époque, on faisait 800 000 téléspectateurs, mais les médias sociaux n'avaient pas pris l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Donc je voyais le truc décliner en fait. Je me disais, il va y avoir une révolution, la révolution numérique elle est là, il va y avoir un truc. Et moi je sais pas, de nouveau cette intuition, et je me dis, à l'époque on était quoi, 2007, 2008, et je me dis, on a toujours 10 ans de retard sur les Chinois et les Japonais. Dans 10 ans on se fait tous dégager. Je me suis dit ça. Et en parallèle, donc, je cherchais une formation, je voulais me former, je voulais apprendre autre chose de nouveau, découvrir. Et puis c'est devenu une évidence. Je me suis dit, mais enfin, mais t'es bête. Tu passes tes journées dans les prétoires. Et au départ, j'étais pas très ambitieuse parce que j'avais peur de pas y arriver. Encore ce petit complexe. D'où le fait de dire, je vais me former en droit pour être une meilleure journaliste judiciaire. Voilà, ça c'était le... C'est bien de se donner des petites excuses comme ça. Voilà, je me donnais une petite excuse, mais au fond de moi, je crevais d'envie de... Genre j'avais eu ce rêve éveillé. Je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Et pas sûre de moi, je m'étais dit, ok, je m'inscris et on verra jusqu'où tu iras. Donc tu t'es inscrite avant, enfin à peu près à cette période, 2008, quelque chose comme ça? Je me suis inscrite, il ne faut pas que je dise de bêtises, je crois que je me suis inscrite à la rentrée 2008, septembre 2008. Et alors, je me demandais comment j'allais faire. Et puis, oh, bonheur, quand c'est fait pour toi, les étoiles s'alignent. Il y a une fac à Bruxelles, faculté Saint-Louis, qui organise des cours en horaire décalé pour les adultes. Et il y avait le droit au programme. Et donc, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit au recteur en lui disant, voilà, je lui ai demandé un rendez-vous. Je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir comment est-ce que ça fonctionne. Il a été charmant. Il m'a proposé un rendez-vous. Puis on en a discuté. Il me dit, écoutez, il y a le VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Déposez-moi votre diplôme de journalisme et je vais vous faire un petit programme sur mesure. Sympa. Sympa. C'est son taf peut-être. C'est son taf. Okay. Moi je savais même pas qu'il y avait VAE. Moi je savais pas. Donc il me l'apprend. Donc je lui envoie mon dossier. Et en fait, il me fait un programme de malade mental. Donc les études de droit, c'est 5 ans. Et il m'explique que comme j'ai déjà un diplôme universitaire, merci maman d'avoir insisté. Ma mère m'avait dit, tu veux faire journaliste, ok, mais va à l'université. Parce qu'en Belgique, l'université, c'est encore considéré comme quelque chose de plus prestigieux qu'une école. Enfin, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais donc ma mère avait insisté pour que tu aies un diplôme universitaire.
Et du coup, il me dit, bah voilà, tous les cours généraux, psycho, sociaux, histoire, bah ça, vous les avez réussis. Il est inutile de repasser ces cours-là. Donc, ce qui fait qu'en réalité, j'ai fait mes 5 années de droit en 4 ans. Mais la première année, elle était costaud. Et donc, tu as fait ça en parallèle d'être journaliste. En parallèle d'être journaliste. Donc, d'où en fait, 2013, quand tu t'es faite licencier, c'était aussi la fin de tes études de droit, à peu près. C'était un an après, ouais. Un an, ouais. En fait... Bah ouais. oui, 2008-2012, effectivement, pardon. Ouais. Les calculs mentaux et moi, toujours. Mais, ok. Et donc, tu fais ces études de droit en parallèle de... Ouais. J'avais demandé un horaire aménagé. Mais c'était de la folie furieuse. Encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, je bossais 7 jours d'affilée à la rédac, du lundi au dimanche. Et puis, j'avais 7 jours de récup. Donc, inutile de te dire que le dimanche soir, quand je rentrais, j'étais... HS. Ah non, mais c'était même pas HS. J'étais mais décalquée. Je passais en général ma journée du lundi à dormir pour me remettre de mes émotions. Et puis, j'allais en cours. J'allais en cours 1 semaine sur 2, en fait. Parce que j'avais essayé d'aller en cours après ma journée de boulot, donc je terminais ma journée à 19h30. Mais laisse tomber, je m'endormais sur le pupitre. C'était contre-productif parce que j'étais encore plus fatiguée. Du coup, je me suis dit, ok, je vais en cours 1 semaine sur 2. Je me suis fait une bande de copines vraiment sympas. Ils sont encore des amis aujourd'hui. Et je leur disais, voilà, je ne suis pas une carotteuse, mais 1 semaine sur 2, moi, j'ai besoin de vos notes de cours. Et elles ont été top. Donc, j'avais des notes. Parce que moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai réussi mes études de journalisme comme ça. J'ai réussi mes études de droit comme ça. Je vais en cours, je prends note. Pas à l'ordi, à la main. Ça me permet de retenir 50%. Ça me permet de structurer. Et donc, voilà, quand j'étudiais, c'était l'enfer parce que mes notes, ça rentrait tout seul. Puis, les cours où j'avais pas été, c'était un petit peu rock'n'roll. Et je prenais 1 mois de congé en décembre pour bachoter, passer les examens. Et je prenais 1 mois en juin. Et comment dire bon, il y a juste 1 année où j'ai réussi du premier coup, là, en première cesse. Sinon, j'allais souvent... T'allais souvent au rattrapage? Au rattrapage en septembre, en bossant un temps plein, en étant crevé. Tu m'étonnes. C'était dur, mais en même temps, j'ai jamais été aussi heureuse que pendant ces études. Qu'est-ce que j'ai kiffé, j'adorais, je prenais des nouveaux trucs. J'ai appris cette gymnastique intellectuelle, comment on raisonne en droit. Pour moi, ça a été un truc de malade. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. J'étais crevée et en même temps, je me sentais tellement vivante parce que je me remplissais le cerveau. J'avais l'impression, quand je bossais, quand je faisais mes sujets, j'étais tellement dans ma zone de confort que ça en devenait inconfortable. Ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait prodigieusement. Et donc, j'attendais, mais avec impatience, la semaine off pour pouvoir aller en cours et faire mes travaux, lire. Enfin, j'ai adoré ça. Et donc, tu te projetais comme avocate? Enfin, tu te projetais? Alors, au début, je me projetais pas. Enfin, je me cachais en disant oui, je serai. Ça m'aidera dans mes sujets, machin. Ça, c'était la bonne excuse. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à réussir mes études, là, ça m'a donné un bon coup de boost au niveau de la confiance en soi, où je me suis dit ah ouais, quand même, t'es pas complètement con. Parce qu'il y a ce truc, le diplôme que j'ai de journalisme et communication, on était un peu la risée de la fac, on était raccrochés à la fac de philo et lettres, et les autres nous prenaient pour les dilettantes, les glandeurs, quoi. Les glandeurs de la bande, quoi. Donc j'avais fini par intérioriser cette image où je me disais mais quand même, on avait des cours avec Sciences Po, je sais pas, mais Sciences Po, ils sont pas vus comme des glandeurs et pourtant on avait des cours en commun.
Et le prof, il faisait pas un examen différent pour les gens de Sciences Po et pour nous. Et pourtant, on continuait à nous traiter de glandeurs, de nazes. Et donc, j'avais un peu intériorisé cette image de ton diplôme vaut rien. C'est facile. Et donc là, réussir dans un diplôme plus prestigieux, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Où tu te dis, ah ouais, quand même. Au bout de combien de temps tu dirais que tu es passé de je fais ça pour enrichir mon profil de journalisme à je fais ça pour être avocate? Intérieurement, à partir du Master 1. Ah, c'est loin quand même, hein. Ouais. Et extérieurement? Je sais même pas si je l'ai trop raconté, en fait. J'avais tellement peur de ne pas y arriver. Comment dire, j'ose plein de trucs, je fais plein de trucs, mais je suis mortifiée tout le temps. Et donc, je crois qu'à part à mon mari, je crois que je l'ai jamais dit que je voulais être avocate, il me semble. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais au fond de moi, je me disais, mais parce que c'est bien de réussir les études de droit, mais après, faut passer les étapes d'après qui sont pas évidentes, surtout quand on a mon profil, parce que je rentre pas dans les cases. Donc je crois que j'ai commencé à en rêver. Je devais être en Master 1, où je me disais, je suis arrivée si loin, faut que je fasse quelque chose de ce diplôme. Et ouais, Master 1. Et donc Master 1, on est en 2011-12, quelque chose comme ça? Ouais, 2011 je pense. Il y a encore 2 ans avant ton licenciement? Parce que tu dis que tu as travaillé jusqu'en 2013. Oui. Donc, ouais, Master 1, Master 2, je réussis. Je reste... Ah oui. Alors, juin de la dernière année donc du Master 2, je m'effondre, épuisement professionnel, burn-out. Là, c'était beaucoup. C'était une accumulation d'énormément de choses. Il y a donc ce rythme fou. Plus d'autres choses plus privées que j'ai pas trop envie de raconter ici, mais c'était très très compliqué, très très compliqué. Donc il y avait ce rythme épuisant plus les petits gros soucis personnels. Qui ont fait que, en gros, la session de juin, j'arrivais pas. Je me mettais devant mes cours et ça rentrait pas, rien. Je me suis vautrée, mais comme c'est pas permis. Je crois que j'avais présenté 5 examens. J'en ai réussi qu'un et c'était un cours qui nécessitait pas d'études, c'était de la réflexion. Donc voilà. Donc ça, pour le coup, mon ego, il en a pris un coup. Parce que j'avais pas capté que j'étais malade, en fait. Toujours ce côté, on y va. Et c'est mon médecin traitant qui a compris. Ta famille a rien vu? Personne n'a rien vu, en fait. Même moi, la première. En fait... Ouais, mais je trouve que les personnes concernées voient pas, mais l'entourage... Toi, non? Ton mari l'a pas vu? Non, je crois pas. Puis moi, je suis quand même du style à pas trop me plaindre, en fin de compte. Je râle beaucoup, mais je me plains pas. Et donc, mais je crois qu'il a rien vu, ou alors ils ont rien voulu me dire parce que je suis quand même têtue. Donc, Et donc, c'est ton médecin traitant que tu vas voir parce que ça va pas? Ah non, mais c'est pire que ça. C'est qu'un matin, je dois partir travailler. Et t'as fait le vrai burn-out, tu peux pas, quoi. Ah oui. Mais quand je le raconte, je me sens bête parce qu'il faut le vivre. Parce que je pense qu'il faut le vivre pour le Il faut le vivre pour se rendre compte de ce que c'est. Donc je suis dans mon lit, donc mon cerveau fonctionne, j'éteins donc le réveil, donc, et mon corps ne répond pas. Je dois me lever pour aller prendre ma douche, descendre prendre mon petit-déj, prendre ma voiture et aller au boulot, et mon corps ne veut pas. Donc j'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'y arrive pas. Je me dis, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Et au bout d'un moment, je comprends que j'y arriverai pas. Donc j'appelle au boulot. Alors je me dis, si je leur dis que mes jambes répondent pas, ils vont me prendre pour une carotteuse, une cinglée. Donc je mens. Je dis que j'ai fait une indigestion, que j'ai vomi toute la nuit, que j'ai pas dormi, que ça n'est pas possible, que j'y arriverai pas, machin. Et on me dit, oh oui, non, mais soigne-toi, machin. Et donc j'appelle dans la foulée mon médecin traitant et je dis, voilà, ça va pas. Et il me dit, vous voulez venir quand, maintenant ou plus tard? Et en fait, je me dis, mais je peux pas sortir du lit, je vais faire comment pour aller chez le médecin? Et je me laisse du temps et je lui dis, écoutez, je viens en début d'après-midi. En me disant, si j'arrive pas à sortir du lit, je le rappellerai, il viendra faire un domicile. Bref. Et du moment où j'avais appelé la rédac pour dire je ne viens pas, je suis malade, et que j'avais mon rendez-vous médical, là, comme par hasard, mes jambes arrivent à me soutenir, je sors du lit et je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis, mais c'est plus moi. Je suis, mais pas, j'arrive même pas à le décrire. C'est tellement vidé de l'intérieur que... Un spectre. Ouais, exactement. Et donc je vais chez le médecin. Lui, il a tout de suite compris parce que ça faisait un petit moment que j'avais des alertes et j'allais le voir. Il m'arrêtait 2-3 jours et puis je repartais. C'était quoi ces alertes? J'étais fatiguée, j'étais stressée, mal au dos. C'était des petits trucs, mais lui, il avait capté. Et quand je suis arrivée, il m'a arrêté 15 jours tout de suite. Et là, il me dit, je vous fais un arrêt de 15 jours. Et dormez. Et moi, j'insistais pour qu'il fasse une prise de sang, parce que moi, j'étais persuadée que j'avais un problème. J'ai dit, mais docteur, je n'ai pas réussi à me lever. Vous faites pas une prise de sang? Et il me dit, non, vous devez vous reposer. Et il me met dehors. Vraiment. Il me pousse. Et dans l'entrebâillement de la porte, il me dit, Madame, préparez-vous à ce que je vous arrête encore un mois, parce que là, ça va pas, et dormez, autorisez-vous à dormir. Et moi, je sors de là et je me dis, mais il est complètement cinglé, il est fou. Donc, je ne réalise toujours pas l'état dans lequel je suis, en fait. Donc, il m'arrête 15 jours, il me dit, il faut dormir, mon cerveau ne comprend pas. Et je rentre chez moi, et je dors. Je crois que j'ai dormi un mois non-stop. Je descendais dans la cuisine, j'attrapais une tranche de pain, je mettais une tranche de gouda, on est belge, on mange du gouda, je n'enlevais même pas les croûtes, et puis je pliais la tartine en deux, je commençais à la manger en remontant, et je finissais de manger dans le lit, et m'est arrivé une fois ou deux de me réveiller quelques heures plus tard avec encore la dernière bouchée dans la bouche que j'avais pas fini d'avaler. C'est horrible. Et je vais le voir, et puis je lui dis, oui, mais vous savez, j'ai ma deuxième cesse à passer. Et là, il me dit, écoutez, madame, c'est pas possible. Vous vous reposez, et puis vous repasserez vos examens en janvier, vous reportez votre session, vous avez un certificat médical. Et moi, je m'obstine. Et je dis, non, je vais dormir, et puis je passerai mes examens. Il me le déconseille, et je le fais quand même. Et j'y vais. Ça a été compliqué, hein. Je me souviens que j'étudiais dans le jardin et je lisais 4 lignes, je m'endormais, je me réveillais, et puis j'essayais de lire 5 lignes, et puis 1 page, et puis 2 pages, et puis progressivement, je sais pas comment j'ai fait, mais les 4 que j'avais ratés en juin, Tu les as eus? Je les ai eus en septembre. Mais ça m'a bien destroyé, ce burn-out. Il y a un avant et un après. C'est le burn-out qui t'a destroyé, ou c'est le fait de ne pas avoir respecté les... Enfin, non, je m'exprime extrêmement mal, parce que bien évidemment qu'un burn-out, ça destroy, mais je veux dire, le fait de t'être entêté à ne pas vouloir repousser cette deuxième session, tu vois... Est-ce que tu penses que t'as encore tiré la corde alors que t'étais déjà à bout? Est-ce qu'au contraire, tu penses que finalement, ça t'a fait du bien? Il y a un peu des deux. En fait, ça m'a fait du bien, ça c'est clair.
parce que au niveau de ma confiance en moi, ça commence à m'affecter clairement, parce que on se reconnaît plus, on pleure pour un rien. Enfin, c'était catastrophique. Mais c'est a posteriori que je me suis rendu compte qu'en fait, cette façon de faire, avec cette session, en fait, c'est mon problème de toujours. J'ai toujours avancé sans me retourner, sans digérer les choses. Donc tous les trucs désagréables de ma vie, je me suis toujours dit ouais, c'est bon, on va mettre ça sous le tapis et on va avancer. Il y a pire dans la vie, il y a des gens qui subissent des choses bien pires que celle-là. Tu vas pas chouiner pour une petite déception, c'est bon. Et je pense que j'ai accumulé comme ça des années et des années d'aveuglement, en fait. Je me suis pas occupée de moi. Je ne me suis jamais occupée de moi. Et je l'ai payé, mais au prix fort. Et aujourd'hui, dès que j'ai une pointe de stress, je suis à l'écoute de mon corps, mais c'est un truc de fou. Je ne pourrais plus être comme j'ai été dans le passé. C'est impossible. Et tu dis donc que Là, on est quand? Parce que tu es encore à la radio? À la télé, pardon. À la télé. Oui, alors j'essaye de revenir bosser, mais c'est compliqué. J'y arrive pas. C'est vraiment difficile. Je postule en parallèle dans des cabinets puisque j'ai mon diplôme. Donc là, tu as ton diplôme pour être avocat? Oui. Alors, le système belge, il est assez différent du français, mais il ressemble au système néerlandais. Tu avais interviewé un... Yélé, ouais. Ouais. Bah, le système belge est assez similaire. Donc, pour être avocat, tu dois avoir ton diplôme de droit, donc soit un master, soit un doctorat. Tu dois trouver, c'est une sorte de compagnonnage en fait. Donc, tu dois trouver un patron qui te forme pendant 3 ans. Et pendant cette période-là de 3 ans, tu passes un CAPA. Donc c'est aussi des examens que tu passes, c'est un exercice de plaidoirie. Voilà, c'est une combinaison entre des cours à réussir, à étudier, à réussir, et la formation par un patron de stage. Donc tu es encore journaliste télé, plus ou moins. Enfin, tu es encore dans les rangs de cette télé, mais salarié. Et en parallèle, donc tu fais ce burn-out, voilà. Tu réussis cette deuxième session tant bien que mal, qui te sort d'une certaine torpeur, j'imagine. Voilà, ça me sort un petit peu de ma torpeur. Et là, tu dois faire un stage. Non. Enfin, non. Ouais. C'est-à-dire que je retourne bosser. Ouais. Trop vite. Mon médecin me l'avait dit. Il m'a dit, écoutez, un burn-out, pour s'en remettre, c'est entre 3 et 6 mois. Et là, on est loin du compte parce que vous avez de nouveau grillé vos cartouches en étudiant. Bon, après, il m'a dit, vous avez de la ressource. Il me dit, moi, j'aurais pas parié un copec sur vous. Il était halluciné quand je suis retournée le voir, que je lui ai dit que j'avais réussi. Il m'a regardé, me disant, mais vous alors, c'est incroyable. Déjà, ça a été un truc où je me suis dit, ah ouais, quand même. Le gars, il a fait plus de 12 ans d'études et je l'impressionne, c'est cool. Et donc, je retourne bosser, c'est compliqué. Donc, je refais des petits arrêts. De temps en temps, je retourne le voir et je lui dis, j'y arrive pas. Et en parallèle, je faisais du news, mais en parallèle, j'avais commencé à travailler depuis quelques années pour une émission. Un truc d'investigation qui s'appelait Indice. Et encore avant, j'avais travaillé aussi pour une autre émission dont le nom m'échappe. C'est une catastrophe. Et tu fais quoi pour eux? Des formats plus longs. Des 13 minutes, des 26 minutes. Ça me plaît beaucoup. Parce que c'est un autre travail. C'est beaucoup plus en profondeur. On creuse. Ça me plaisait bien. Et en fait... au boulot, ils me disent oui c'est bien, tu t'amuses bien là, mais nous on a besoin de toi aux news. Et toi t'en avais marre de faire des news? Moi j'en pouvais plus et je leur disais, je dis mais j'y arrive pas, c'est trop stressant. C'est vrai que les formats plus longs, les émissions, on a le temps de préparer son sujet. 26 minutes, ça se fait pas en 2 jours. Donc et ça coince. Je sens que ça ne va pas.
À l'époque déjà, on parlait de... alors, la chaîne, elle n'a pas de problème, en tout cas à l'époque, elle n'a pas de problème économique. Mais voilà, c'est une chaîne avec des investisseurs et tous les ans, bah, c'est toujours la même chanson. Il faut que, bah voilà, ils y trouvent leur compte. Et il y a des rumeurs de licenciement, etc. Et en fait, ce que je comprends, ce qu'on m'a vaguement laissé comprendre, c'est que comme j'étais diplômée et que Bruxelles est un village, ça s'est su que je postulais ailleurs, ils se sont dit, mais en fait... Que tu postules ailleurs juste pour du droit, comme avocate? Ouais. Mm. Et ils se sont dit, bon... En fait, c'est même plus, c'est même plus tordu que ça. Moi, je voulais pas partir parce que je me disais, c'est compliqué. Moi, je voulais négocier mon départ, avoir un, un petit matelas pour pouvoir, voilà, me réorienter parce que 3 ans de stage, on est payé au lance-pierre en général. Donc, je me disais, ne l'entendez pas de cette oreille. Et puis je me suis dit, bon, ben, on va laisser pourrir la situation. Et effectivement, à la rentrée suivante, j'ai été appelée dans le bureau de la directrice des ressources humaines. Bon, j'ai compris. Et quel avantage pour toi de faire pourrir la situation? Parce que s'il me licencie et que ce n'est pas une faute grave, je pars avec mon petit pécule. Ok, c'était calculé. Oui. La seule fois de ma vie que j'ai calculé, c'était ça. Non, mais c'est pas du tout un reproche, c'est non, mais je le prends pas comme un reproche, mais là, franchement, là, c'était calculé. Là, je me suis dit, je pars pas sans rien. J'ai donné plus de 15 ans de ma vie à cette boîte. J'en ai fait, alors c'était pas uniquement dû au boulot, mais j'en ai fait un burn-out. Je me suis dit, voilà, il faut que je fasse les choses bien. J'avais pas envie de me retrouver dans une situation financière compliquée. Et du coup, ça a accéléré ton projet de reconversion? En fait, oui, parce que j'avais quand même des moments où je me disais, ouais, quand même, t'es dans ta zone de confort, c'est facile. J'avais encore des moments de doute où je me disais, est-ce que je me lance pas, j'y vais pas. C'était compliqué. Et je postulais, mais vu l'état dans lequel j'étais... convaincre un patron de stage de vous prendre en plus avec mon profil, hein. Laisse tomber, c'était... Et à l'époque je me rendais pas compte. Aujourd'hui avec le recul je me dis mais ils avaient raison de pas me prendre. J'étais c'est pas ce en que état. j'arrête pas de dire à une amie, oui. J'étais pas en état. Mais le problème c'est que quand on est dans un burn-out on ne le voit pas. On s'époumonne à dire aux gens en plein burn-out ça sert à rien, reconstruis-toi, on ne l'entend pas. Moi, j'ai arrêté de dire aux gens qui sont en burn-out, prends soin. C'est pas audible. C'est pas audible. Et je pense que ça fait partie du processus de guérison, de prendre conscience de tout ça. De se dire, tu t'es pas occupé de toi. Donc, je suis licenciée en octobre 2013. Et tu disais tout à l'heure que c'est au moment où tu as été licenciée que tu as pris conscience de ta valeur. Tu as reçu des propositions et que tu as pris conscience de ta valeur. Ah non, mais j'ai reçu des propositions de malade mental. Comme un rédacteur en chef d'un canard qui vend beaucoup en Belgique, qui m'a harcelé, littéralement harcelé. Il me disait, ton prix sera le mien. Je te propose le salaire que tu veux, tu auras une bagnole en plus, mais tu viens. Et moi, je m'entends encore lui dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Et puis il me dit, mais tu te rends pas compte de la qualité de ton travail, mais moi je te veux. Et il m'a fait promettre, parce que je lui dis, écoute, là, c'est pas possible. Je n'ai pas voulu lui raconter ma vie, mais je lui dis, tu sais, je pense que je vais quitter le journalisme. Et il m'a fait promettre, il m'a dit, tu me promets, si tu reviens, tu m'appelles le premier. Il me dit, je te le pardonnerai jamais si je vois que t'es ailleurs, je vois ta signature ailleurs, je te le pardonnerai jamais. Mais je dis, mais je te jure, sur la tête de mon chat, je ne vais pas ailleurs. J'ai eu comme ça plein de propositions. Je suis allée par correction voir les gens. Et je leur expliquais gentiment, merci beaucoup, ça a reboosté mon ego, mais de dingue. T'as regretté de pas avoir éprouvé ta valeur avant? Oui.
Oui, parce que alors peut-être que j'aurais eu plus de force d'aller voir mon rédacteur en chef et demander à être payé à ma juste valeur, parce que ça aussi, j'ai découvert, ça aussi, ça c'était fabuleux, j'ai découvert, tu sais, les fameuses statistiques, que les femmes gagnent 15% de moins que les hommes. Eh bien, T'étais je l'ai dedans. vécu. Donc, j'aurais peut-être plus osé aller les confronter en disant vous êtes gentil, mais je sais faire ça, 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 ça. Merci de me payer à ma juste valeur. Et je le faisais pas. Et tu t'en es rendu compte comment de cet écart? Ah bah bêtement, un jour, on était avec des potes, parce que bon, quand on passe beaucoup de temps au boulot, bah, ça devient des potes. Et j'avais comme ça deux, trois potes, journalistes comme moi, et on se marre, on rigole, haha. Et toi, tu gagnes combien? Puis au début, bah, on n'aime pas trop parler d'argent, hein. Et puis finalement, il y en a un qui annonce son chiffre, et puis il voit ma tête. Et il me dit Nadia, tu n'as pas ça? Ben, je dis ben non. Il me dit mais t'as plus? Ben, je dis non, j'ai vachement moins. Et même eux étaient dégoûtés. Ils m'ont dit mais c'est pas possible. Et t'as jamais pensé faire une action pour discrimination ou autre? Non, 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 parce que tu te dis ok, je vais faire une action, mais après j'ai perdu mon job. Parce que faire une action, ok, tu gagnes, et après, c'est toujours cette balance entre j'ai des droits, mais je dois payer mon prêt hypothécaire, je dois continuer à vivre. Et à l'époque, tu connais pas ta valeur sur le marché En parce que tu plus, t'es pas donc ouverte. bon après je suis pas juste avec eux parce qu'une année je leur ai demandé une augmentation et ils m'en ont donné une belle. J'étais hyper contente. Et puis quelques temps plus tard, tous mes copains qui gagnaient plus sont passés cadres et se sont retrouvés avec une bagnole de société que moi je n'ai pas eu. Et quand je suis allée les voir en disant mais vous m'avez revalorisé, mais j'aimerais bien rester au niveau de mes copains. Et puis on m'a dit bah non, 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 on vient de te revaloriser, c'est bon. Mais Ne sois pas trop gourmande. Ouais. Et donc l'écart qui existait, ils l'ont Ça recréé. fait que se creuser, ouais. Ouais. Et là, tu te dis non mais c'est fatigant. J'ai trouvé ça mais injuste, vraiment injuste. Mais voilà. Après, je comme je te le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je suis ravie de voir cette nouvelle génération qui s'exprime. Alors, peut-être que ça changera pas grand-chose, mais au moins, il y a une prise de conscience. Ça, hein. Non, j'ai pas. Moi, je souhaite de tout cœur que ça évolue et qu'on se rende compte enfin que les femmes, on est maltraitées. Et, et donc, ouais, donc à ce moment-là, tu te rends compte, enfin, t'as ces propositions folles. Ouais. Ça te fait quoi? Enfin, donc j'ai compris, ça te fait du bien Ouais. à l'ego de te sentir valorisé, quoi, Ouais. pour ce que tu sais faire Mhm. et ce qu'on voit en toi et tout. Mais ça te. Il y a des doutes par rapport au fait que, mine de rien, il y a quand même ce projet d'avocature. Euh, À ce moment-là, j'ai plus de doute. Je sais que je veux plus être journaliste. Pourquoi, comment, je le sais. J'ai pas d'explication ok. cohérente, mais je décline toutes les propositions, les unes derrière les autres, parce que j'en ai eu quelques-unes quand même. Je les refuse toutes. Je suis sans boulot, donc. Et j'ai un peu le vertige. Je me dis, mon Dieu, c'était la première fois de ma vie, moi, que je me retrouve sans taf. C'est extrêmement, extrêmement difficile à vivre. Et aujourd'hui, quand je vois des gens qui s'expriment sur leur licenciement, j'ai mal pour eux, parce que moi, j'avais un projet. Donc, je me fais jeter, mais j'ai un projet. Mais je le vis quand même comme... ouais, on m'a jeté comme une merde, quoi. C'est violent, c'est d'une violence. Et pourtant, l'entretien préalable à licenciement s'est bien passé. La DRH était pleine d'égards. Voilà, je veux dire, ils ont fait ça proprement. Mais ça reste, c'est violent. C'est d'une violence inouïe. Et donc, je suis sans boulot.
Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis je me suis dit, bon, tu vas te prendre un peu de temps. Et puis, parce qu'il fallait quand même que je me remette de mon burn-out. Et ma meilleure amie de l'époque m'appelle, elle me dit, oh ma pauvre, mais viens à la maison. Ok. Et oui, parce qu'alors en plus, je me fais licencier alors que mon mari est en voyage d'affaires. Donc il est même pas là pour me réconforter. Donc j'appelle mon ami de la voiture en lui disant elle va me faire licencier. Je pleurais comme une gamine. Enfin, je pleure beaucoup. Hein. Ouais, moi aussi, tout va bien. Et elle me dit, écoute, t'es toute seule, tu vas pas rester toute seule, viens à la maison. Bon, elle habite au Grand-Duché du Luxembourg. J'avais pas envie. Et puis je me suis dit, non, elle a raison. Donc je prends mes affaires, et puis je fais les 200 bornes. Et j'arrive. Et elle me fait à manger, elle me réconforte. Et puis, à l'issue du repas, elle me dit, ma chérie, donc elle est entrepreneur, elle venait de monter sa boîte de formation. Et elle me dit, écoute, tu as une qualité de formatrice de dingue, tu as beaucoup de pédagogie. En attendant ton projet machin, viens bosser pour moi. Et elle me sert un CDI sur un plateau d'argent. Bon, avec une difficulté, c'est que c'était quand même loin, le Grand-Duché du Luxembourg. Mais on me propose un job, j'y vais. Et donc, c'était pour faire de la formation en quoi? En entreprise. Donc, mais sur quel sujet? Alors, des trucs, au départ, elle me l'a vendu comme tu vas former les gens sur la prise de parole en public, le média training, tous des trucs que je sais faire. Et puis progressivement, elle m'a filé des trucs où je lui disais, mais je suis pas capable. Et elle me disait, mais arrête, tu n'as pas confiance en toi, mais c'est une catastrophe. Bien sûr que si, tu es capable. Et donc, elle m'a donné des instructions, parce que c'était des programmes pédagogiques qui étaient pensés en amont. Elle m'a formée sur le tas. Et au début, mais j'avais le trouillomètre à zéro. J'allais donner des formations dans des grosses boîtes, genre BNP, machin, ADRH, enfin des trucs où je lui disais, mais je vais pas y arriver. J'avais un syndrome de l'imposteur, mais un truc, mais de malade. Et elle me disait, mais écoute, je suis formatrice professionnelle, c'est mon métier. Je te recrute parce que je pense que tu as les capacités. J'y suis allée quand même. Et on en est où à côté de ça, du coup, de l'avocature? Ah, j'ai mis ça entre parenthèses. T'as complètement mis ça entre parenthèses? Ouais. Parce que... Pourquoi? Parce que j'avais la trouille de ne pas avoir de boulot, bêtement. C'était bêtement ça. J'avais la trouille. T'avais commencé à chercher? J'avais commencé à chercher. Et t'avais pas réussi? Non. Tu t'es pris des bâches? Plein. Mais j'ai un profil un peu atypique. La fille, elle postule, elle a 43 ans. On cherche un petit stagiaire malléable, machin. Ouais, mais t'avais des trucs à montrer quand même de ta connaissance de... Oui, mais burn-out, donc peut-être pas très performante aux entretiens d'embauche. Je te dis avec le recul. Ok, donc tu te dis que c'est parce que t'étais pas en état, quoi. Ouais. Et là, la formation, c'était bien, parce qu'en plus, connaissant mon état, elle m'avait dit j'en tiendrai compte. Donc, on a commencé tout doux, c'était sympa. Ça t'a pas fait peur de bosser pour une pote? Ah ben non, mais j'aurais pas dû y aller. Parce que ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé, ouais. Mince. Ouais, ça s'est mal passé. Alors, le boulot en soi, le boulot, je l'ai fait et ça se passait très très bien. J'ai beaucoup appris. Ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Une fois, les premières semaines de stress, de peur, de je vais pas y arriver, je suis pas légitime. Mais j'ai énormément appris parce que comme c'était une toute petite PME, moi, ça m'a, en fait, sans le savoir à l'époque, j'ai eu les prémices de ce que je devrais faire en tant qu'avocat, parce qu'un avocat, c'est un entrepreneur aussi, c'est une petite entreprise. Et donc, la comptabilité, savoir à quel moment tu es break-even, décrocher le téléphone, faire des offres. Donc, tu faisais à la fois la formation et à la fois du commercial et de la gestion. Ouais, je faisais les trois postes. C'était un peu effrayant parce que j'avais jamais fait ça de ma vie, puisque j'avais été journaliste toute ma vie. Mais j'ai appris. C'était
extrêmement formateur. Mais par contre, au passage, j'ai perdu une amie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi ? Je sais pas. Je me dis que peut-être mon caractère, peut-être qu'on n'aurait pas dû mélanger. J'ai pas envie de dire des choses qui pourraient la blesser si un jour elle l'écoutait, parce que c'est pas le but. Non, mais toi, de ton sentiment, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je pense qu'elle, par moments, elle nous laissait beaucoup de liberté, par moments, elle micromanageait et c'était compliqué à gérer dans l'équipe, parce qu'on n'était pas que toutes les deux. Parce que toutes les deux, je pense qu'on aurait réussi à gérer ça, mais il y avait d'autres personnes et ça n'allait pas. Donc, et je pense que je dois avoir une part de responsabilité. Ouais, on a toujours une part de responsabilité. Mais bien sûr. Donc, voilà. Et puis, je suis pas facile. Genre, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et ça peut être mal vécu pour quelqu'un qui crée sa boîte parce que c'est son bébé. Et on arrive, on s'inscrit dans quelque chose qui ne nous appartient pas, en fait. Et on veut probablement, me connaissant, j'ai dû y mettre ma patte et que ça lui a peut-être pas plu. Voilà. Donc, je pense que c'est un ensemble de circonstances qui ont fait que... Du coup, ça s'est mal terminé ? T'es partie ? Elle t'a demandé de partir ? Elle n'a pas été très élégante. Elle m'a licenciée par téléphone. Ok. Voilà. Je peux comprendre que c'est compliqué de licencier une amie, mais moi j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'égard, et même si ça, moi je l'ai très mal pris. Tu l'as pas vu venir ? Si. Et vous en avez pas parlé ? Non, parce que en fait, moi je l'ai vu venir, je voyais que la situation pourrissait, et on avait beau être amis, moi j'attendais naïvement de sa part qu'elle se positionne en manager, mais pas manager, je te vire comme ça. Je m'attendais à ce qu'effectivement elle me convoque, on en discute. Et non, elle a fait ça par téléphone, c'était pas très élégant. Moi, je m'y attendais. Et puis après, elle n'a pas été cool. Donc, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Probablement que elle, j'imagine, elle a dû se dire j'ai pas envie de me confronter, c'est compliqué. Et puis elle s'est dit que c'était plus simple comme ça. Mais moi, je l'ai assez mal vécu. Et du coup, tu le vis mal. Deuxième licenciement en combien de temps ? Ah bah, je suis restée là 8 mois, donc c'est en moins d'1 an de licenciement, ça aussi. T'as à peine le temps de te reconstruire que... Ouais. T'as à peine le temps de te reconstruire et puis tu t'en prends un deuxième dans la tronche et tu te dis ok, ça va s'arrêter. et là, je me dis ok, t'as l'âge que t'as, parce que j'étais plus toute jeune, tu sais faire des trucs, t'as appris des trucs. Et donc, je me dis que je vais commencer par faire de la consultance en freelance, en communication. Donc, faire ce que je faisais chez elle, mais pour mon compte. Et en parallèle, je vais me chercher un cabinet pour faire mon stage. Et là, pour le coup, c'était la chose à faire parce que j'ai eu quelques missions de com, ça, on parle un peu aux copains. Ah oui, tiens, et puis on te recommande, et puis tu as 2-3 missions, et ça, c'était sympa. Et puis de nouveau, le réseau, hein, quand les étoiles s'alignent. J'avais un copain de fac qui était dans un cabinet, il cherchait un stagiaire. Et il m'a envoyé un messenger. Coucou, si tu cherches, postule chez nous. Il cherche quelqu'un. Et puis je lui dis, mais tu sais, j'ai un profil particulier. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'est un cabinet. À force de se présenter comme ça, c'est sûr, on arrive, on est déjà étiqueté, quoi. Ah ouais, mais quand tu te prends 50 portes, on te dit la même chose. Tu finis par te dire, bon, peut-être. Et là, il me dit, écoute, tu t'inquiètes pas, ils sont ultra cool. Envoie ton CV. J'ai envoyé mon CV, ils m'ont convoqué, et puis en fait, eux, pour le coup, mon profil les intéressait beaucoup, en me disant c'est chouette, t'as de l'expérience, donc tu vas apprendre le métier d'avocat, mais on va pas être derrière toi à relire tes courriers comme on le fait avec un gamin sorti de l'école.
Tu sais ce que c'est que la vie professionnelle. Mais oui. Faut juste que tu apprennes à faire la vie professionnelle des avocats. Mais Voilà, exactement. tu sais déjà bosser quoi. J'ai déjà bossé, ouais. Et donc voilà. Et c'est un cabinet qui faisait quoi? Alors, c'était un cabinet plutôt généraliste qui faisait beaucoup de civil. Une partie du cabinet, un peu de droit des affaires, immobilier, et le reste civil. Et toi, tu avais des envies particulières à ce moment-là? Non. Moi, je me disais, il faut que j'ai un stage, il faut que j'ai j'apprenne. mon stage pour faire mon compagnonnage. Voilà. Et c'était le plus important. Et je me disais, j'aurai tout le temps après de me spécialiser si j'ai envie. Et donc, voilà. Donc, je suis arrivée, je crois que c'était le 25 août 2014. J'ai prêté serment le 1er septembre 2014. Et puis là, j'ai découvert un nouveau monde. Parce que c'est pas tout de traîner dans les salles d'audience, les cours d'assises. Après, le métier, c'est waouh. Le premier truc qui m'a... Comment dire ? Qui m'a surpris, c'est le temps, le rapport au temps. Toi, tu viens Enfin, dans quel sens ? Ah ben justement, moi je viens d'un univers où le matin, tu as conf de rédac, tu sors de la conf de rédac, il est 9h30, et ton sujet, il faut qu'il soit plié à l'antenne pour 13h. Et là, j'arrive dans un univers où tu déposes ta requête. Si tout va bien, 2-3 semaines après, le greffe fixe ton affaire. Tu arrives à l'audience et le juge prend son temps, une affaire après l'autre. Et puis, mais vous n'êtes pas d'accord, il faut un calendrier. Et ça prend des plombes. Je me disais, mais je vais jamais m'y faire. Ça va pas le faire. Et bah si, on s'y fait, on apprend. Et ouais, ça c'était le truc qui m'a le plus. Et alors le jargon, voilà, c'est. J'avais beau avoir étudié le droit, moi je m'y fais toujours pas encore aujourd'hui. 6 ans après. Tu t'y fais pas parce que tu trouves ça inutile ou tu t'y fais pas parce que juste ça te saoule ? Enfin, ce qui revient d'ailleurs peut-être à la même chose. Un peu les deux. Un peu les deux. Moi je suis toujours. Ouais, je sais pas. Peut-être que des confrères qui m'écoutent vont se dire, mais elle est complètement cinglée, elle a rien compris. Mais on est en 2020. Moi, quand je lis des conclusions avec des attendu que, moi, c'est pas lisible. Enfin, je sais pas. Balance la sauce, quoi. Ben, c'est ça, exactement. Straight to the point. Mais d'ailleurs, je plaide comme ça. Et au début, je me disais, ça va clasher avec les juges. Et en fait, non, ils adorent. Moi, les juges, je leur raconte une histoire. En fait, comme je disais tout à l'heure, je reste journaliste. C'est un truc qui me quittera pas. Donc, j'ai ma façon d'être avocat. Je raconte. Et tu as fait ces 3 ans de compagnonnage dans ce cabinet, du coup ? J'ai fait mes 3 ans là. Donc, tu dis que tu as eu cette surprise du rapport au temps. Ouais. Y a d'autres choses qui t'ont marqué dans ce changement d'exercice professionnel ? Et le jargon aussi, tu as dit ? Ouais. Non, par contre, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est ce que j'étais venue chercher en faisant les études de droit, et puis ce qui me plaît toujours aujourd'hui autant, c'est le travail de fond, c'est cette gymnastique, c'est de réfléchir et de faire coller le droit aux faits et essayer de trouver la stratégie la plus juste, la plus performante pour le client, en tout cas. Compte tenu des objectifs du client. Et ça, c'est une joie. Moi, je pensais que comme j'étais journaliste et que j'adorais parler, je pensais que la plaidoirie, c'est la partie qui m'exciterait le plus. Eh bien non. La partie que je préfère, c'est la partie où je réfléchis à la stratégie. C'est quand je construis mes conclusions. C'est ça qui me donne le plus de plaisir aujourd'hui. Là, voilà, la plaidoirie, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère, paradoxalement.
C'est... Et est-ce qu'au fur et à mesure des années dans ce cabinet, tu t'es orienté vers certaines choses en particulier ou t'es resté généraliste? Alors, je me suis spécialisée en droit de la famille, en fait, parce que c'est un concours de circonstances. Enfin, j'avais choisi ce cours-là en option quand j'étais à la fac, donc je m'étais pas rendu compte, mais la prof qui nous a formés, elle était très exigeante, et donc ouais, j'avais beaucoup de connaissances en fait en arrivant dans ce cabinet, parce ils en faisaient pas du droit de la famille, et mon patron détestait ça, et donc il me filait tous les tous les dossiers en famille, et à force d'en faire, je me suis... C'est devenu un peu une étiquette. Ouais, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui. Le droit de la Et famille. t'es encore dans ce cabinet? Je viens juste de le quitter. Tu viens juste de le quitter. Donc du coup, t'es resté plus longtemps que ton compagnonnage? Exactement. Je suis restée après mon stage, je suis restée avec le statut de collaboratrice. Ouais, encore 3 ans. Si Donc mes 6 calculs sont ans, bons. 6 ans d'expérience. Ouais. Un développement, donc beaucoup de droits de la famille. Beaucoup de droits de la famille, un peu de responsabilité, un peu de droit des contrats. Ça, ce sont les matières que je fais le plus. Enfin, Donc finalement, le droit pénal, qui est ce par quoi tu es arrivé au droit. Alors, je suis arrivée exactement au droit par le pénal. Et en fait, déjà à la fac, j'adorais le droit pénal, je trouvais ça trop sympa, machin. Mais alors, j'ai eu une révélation dans le cours de droit des obligations. Moi, je suis tombée en amour. Tu fais partie des illuminés du droit des obligations. Ah non, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Je peux même pas expliquer, c'était jouissif. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et encore maintenant, moi j'adore. Ouais. Et c'est paradoxal, ouais. Et tout le monde me dit, mais enfin, mais t'aurais dû être pénaliste. Mais non, ça m'intéresse pas. Okay. Ça m'intéresse plus, en tout cas. Ouais. T'as préféré autre chose. Et donc là, tu viens de quitter ce cabinet pour t'installer à ton compte, pour rejoindre un autre cabinet, pour t'installer à ton compte. Ok, donc ça fait combien de temps? Ah ben c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça fait 1 semaine. Ah ouais, à ce point-là? Oui. J'ai trouvé quelques établissements correspondant à 2 temps, pas loin. Ah, c'est intéressant. Bonjour. Merci Siri. Oui, enfin c'est Siri de Samsung. Je sais pas comment s'appelle la Siri de Je ne Samsung. sais pas comment elle s'appelle non plus, mais elle est gentille. Je sais pas ce qu'elle a trouvé comme établissement, mais pas grand-chose ouvert en ce moment. Oui, c'est ça. Mais je n'arrive pas à lui dire de se taire, là. Parce qu'il faut... Non, mais sinon, il n'y a pas de raison qu'elle continue à nous parler. Elle n'a pas parlé pendant 1 heure et quelques. Donc, Bon. Et ok, donc tu viens de t'installer. Oui. Pourquoi cette décision Alors, pourquoi cette décision? Parce que, comment dire, il y a 2 choses. Il y a que ce cabinet, toutes les personnes que j'aimais beaucoup sont toutes parties au fur et à mesure, et j'ai quand même un côté un peu grégaire, donc moi, quand ma bande s'en va, c'est un peu compliqué. Et puis l'autre chose aussi, c'est que mon mari a réorienté sa carrière professionnelle, il travaille à l'étranger, il travaille aux Pays-Bas. Et donc, ça fait 3 ans que je télétravaille, donc... Moi, le corona, j'étais déjà habituée, travailler à distance. Donc, voilà, ça fait 3 ans que je réfléchis et je me dis, mais comment est-ce que je peux allier les exigences familiales? Parce que moi, je pars du principe que quand on est en couple, vivre loin l'un de l'autre, c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas envie d'arrêter de bosser, surtout que voilà, je suis encore au début de ma carrière d'avocate, donc c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Voilà, et je trouvais ça compliqué d'arriver avec une pratique, une façon de faire, d'exercer le droit, d'être avocat. Une pratique différente de ce qui se fait dans le cabinet. Il y a un moment donné... En fait, en gros, ils comprennent pas ce que je fais. À chaque fois que je vais là-bas, ils me demandaient mais tu fais quoi? Tu vas où? T'es ici? T'es là-bas? C'est compliqué. Et je me disais, ok, c'est le moment. C'est le moment de se lancer. Tu avais déjà développé une clientèle personnelle? Oui.
En fait, oui, j'ai plus de clients perso que de collaboration, en fait. Et comment tu l'as développée, cette clientèle personnelle? Alors, j'avoue que je suis assez nulle. Bah non, dis pas ça. T'es en Non, train de dire mais que... non, mais attends, moi je suis là pour t'empêcher de dire des bêtises. Des bêtises. Non, mais c'est pas une question de nul, mais de nouveau, j'ai pas vraiment développé dans le sens. T'as pas mis de stratégie commerciale en Non, j'ai place. pas mis en place de Les stratégie. dossiers sont tombés. Les dossiers, ils viennent tout seuls. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Tu sais de qui vient le bouche à oreille? De 2 sources principales, les anciens collègues d'RTL. Oui. Bah oui, c'est mon réseau. Puis eux, ils connaissent pas beaucoup d'avocats, donc. Ils connaissent pas beaucoup d'avocats, mais surtout ils me connaissent bien. La plupart, quand ils viennent me voir, ils me disent on te connaît, avec le caractère que tu as, tu vas pas lâcher l'affaire. Ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment ce que je suis. Parce qu'ils m'ont dit, tu as été journaliste, tu étais comme ça, tu lâchais pas l'affaire, il n'y a pas de raison que tu sois différente en tant qu'avocat. Donc il y a cette première source-là, et l'autre source, c'est les clients que j'ai eus via ma collaboration, et qui ont continué avec moi, parce que l'associé avec lequel je travaille est en train de tout doucement partir à la retraite. Et donc, il y a une sorte de transfert de clientèle. Voilà, il y a un transfert naturel de clientèle. Donc en gros, les clients avec lesquels je m'entendais bien, ils continuent avec moi, et puis les autres... Ils s'en recrutent, ouais. Et du coup, assez pour t'installer sans avoir de grosses frayeurs financières. Si tu dis que tu as plus de clients que de clients de collaboration. Oui, j'en ai assez pour vivre, mais là, il faut que je mette en place. Là, je dois la mettre en place. Ok. Là, je le sais, parce que la collaboration, elle s'arrête par définition. Donc, je vais continuer à avoir de façon naturelle encore des clients, mais le contentieux, c'est chaque fois du one shot. On n'est pas épicier, les gens ne reviennent pas toutes les semaines. Donc, oui, en tout cas pas quand on travaille avec des particuliers. Voilà, exactement. C'est ce qu'on leur souhaite. Ouais, exactement, ce que je dis à mes clients particuliers. J'ai un petit peu d'entreprise, mais c'est pas suffisant pour en vivre. Donc voilà. Ok, bravo pour ce Merci. Défi. Merci. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as apporté? Alors déjà, contente? Ah, super contente. Ravie. Je suis très très contente. Alors je vais pas... c'est pas facile, hein, parce que quand on parle avec des paillettes dans les yeux, tout le monde s'imagine que c'est facile. C'est pas facile, c'est compliqué, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est stressant. Mais j'adore. Et en fait, c'est principalement, c'est 2 choses. L'une que j'ai déjà évoquée, c'est ce travail intellectuel que j'adore, et l'autre, c'est une liberté d'être son propre patron, de décider. C'est décider pour soi. Moi, j'ai été salariée très longtemps, et ça me pesait, mais j'avais pas compris à l'époque que c'était ça aussi. Une des parties du malaise que c'est d'être, managée par quelqu'un avec qui je suis pas forcément d'accord. Et alors tu peux l'exprimer, mais ça a des répercussions parfois limitées, parfois on te rabroue. Mais là, d'être son propre patron, moi je trouve que ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Ouais, et donc tu commences... En fait, c'est marrant parce que tu commences juste d'être ton propre patron, mais j'ai l'impression que tu inclus dans le fait d'être ton propre patron, même quand tu étais collaboratrice du cabinet. Bien sûr. Ouais. Mais oui, parce que vu mon profil, j'ai l'âge de certains des associés. Donc... Oui, non, mais ça veut dire que... Ils m'ont laissé énormément d'autonomie, en fait. Ouais. En fait, après combien 6 mois. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je vivais ma vie. Au début, ils ont encore relu certains de mes actes pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli, d'erreur, de machin. Mais à ton avis, cette liberté accrue par rapport au journalisme, c'est lié au rythme de la rédaction, c'était lié plutôt au manager, c'était lié plutôt au contenu de ton travail comme journaliste salarié?
Mais déjà, quand on est dans une grosse boîte, il y a des règles, elles s'appliquent à tout le monde. On ne peut pas faire du cas par cas. Donc c'est compliqué. Alors que là, j'étais dans un petit cabinet. Alors, cabinet, oui, petit à moyen. On ne peut pas tenir la main de tout le monde. Donc on est obligé d'être autonome. C'est au type de boîte, quoi. Et puis c'est aussi lié, je pense, à ce métier. Très vite, il faut être débrouillard. Le patron, il n'est pas là derrière toi à te tenir la main, savoir si tu as bien fait les choses. Parfois, il y a des trucs qu'on ne t'explique pas. Au début, j'ai eu quelques frayeurs où je me disais, mais qu'est-ce qu'on me demande ? Je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, mais c'est pas grave. Tu cherches, tu poses des questions, tu appelles les copains, on te dit, bah oui, tu fais comme ça, super, merci. Et puis on prend le train, et puis c'est bon. Qu'est-ce que tu dirais que le journalisme t'a apporté le plus par rapport à maintenant que tu es avocate? Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, je suis journaliste, je reste journaliste. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté, je pense, 2 choses. J'écris avec beaucoup de facilité. Et l'autre chose... Ce qui est quand même paradoxal par rapport au fait que tu n'as pas fait de presse écrite. Oui, mais tu écris quand même. T'écris quand même, ouais. C'est une autre grammaire de l'écriture. Enfin, c'est une autre façon d'écrire. Écrire pour l'oral, c'est différent. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, c'est comme ça que t'écris tes conclusions ? Ouais. Et c'est plus facile à lire, je pense. J'ai une de mes profs de fac, je lui avais rendu un travail. C'est ma prof de droit romain. Elle s'est étranglée. Non. Alors, mais ça, c'était fascinant. Elle m'avait demandé de faire un travail parce qu'il me manquait des heures, des UV en histoire. Et alors, il s'était dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'histoire ? Le droit romain. Et donc, j'avais un travail à faire en plus de l'examen en droit romain. Et j'avais été la voir. Et puis, elle me dit, choisissez ce que vous voulez. Vous me faites 20 pages. Mais comme ça, elle me dit, bah oui. Elle me dit, moi, je sais pas pourquoi, est-ce qu'on vous a collé un travail chez moi ? En gros, elle me fait comprendre que ça l'emmerde. Je me dis, bon, alors je me suis dit, bon, je vais choisir un truc que je connais pas. Je choisis l'amphithéose et droit romain, histoire, machin. Donc, j'ai fait toute l'histoire. J'ai fait un petit travail qui m'avait bien plu d'ailleurs. J'avais trouvé ça sympa. Et je la croise le jour de la proclamation des résultats. Et elle me chope et elle me dit, oh là 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 là, votre travail. Normalement, ça devait compter pour rien du tout. Mais je vous ai rajouté un point parce que c'était extraordinaire. Mais je la regarde et je comprends pas. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, j'étais à mon bureau, j'ai lu l'intro et ça m'a trop plu. Alors, j'ai quitté mon bureau, je suis allée mettre dans mon canapé, j'ai ouvert une bouteille de bière et j'ai lu votre travail comme un roman. Ouais, donc c'est le fait de raconter des histoires, quoi. Mais oui. Et elle me dit, on m'a jamais rendu un travail où on raconte. Elle me dit, vous m'avez raconté l'amphithéose. Et j'étais un peu perplexe. Puis je me suis dit, bon, elle avait un sourire jusque derrière les oreilles. Donc voilà, elle était contente. Et voilà, et je sais pas écrire autrement. Je sais pas. On va pas se forcer à faire autrement si ça marche comme ça. Hein. Et puis ça fonctionne. Au départ, je pensais que ça fonctionnerait pas. Je me disais, je suis tellement atypique. Les juges vont peut-être me dire, maître, vous êtes gentil, mais... on n'est pas... Et en fait, ça marche bien. Et en fait, ça marche plutôt bien. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu te donnerais un conseil ? Et le cas échéant, quel moment et quel conseil ? À moi, plus jeune ? Oui. Si je pouvais revenir en arrière et causer à la petite Nadia à 15 ans, à 20 ans, à 25, à 30, à 35... Choisis-en une des Nadia. À chaque étape, je lui dirais toujours la même chose. C'est et confiance. Okay. Et confiance. En toi ou en l'avenir ? Les deux. Parce que la vie, elle te réserve plein de surprises. Tu m'aurais dit il y a 30 ans que j'aurais le parcours que j'ai aujourd'hui, mais je ne t'aurais pas cru. Je me serais dit, mais n'importe quoi. Et pourtant, si. Ouais, il faut avoir confiance. Et je me le répète pas souvent, donc ouais. Merci pour la question. J'essaierai de m'en rappeler pour l'avenir. Ouais, non, se faire confiance. Et quelle est ta dernière joie ? Ma dernière joie.
Ah, c'est ça, c'est dingue. Hein. J'écoute tes podcasts et j'ai pas préparé. Ma dernière joie. Ah oui, ma dernière joie, c'est de voir mes 2 petites poulettes le matin venir nous faire des petits câlins. On a 2 petits chats, 2 femelles qu'on a adoptées il y a au mois d'août. Au mois d'août. Et elles sont mignonnes tout plein. Elles mettent plein de vie dans la maison. Donc, Mais décidément, j'interviewe plein de femmes à chat. Non, enfin, je n'allais pas dire de femmes à chat, j'allais dire de personnes qui aiment les chats. Parce que j'ai une passion pour les chats. Je ne peux pas vivre sans chat. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Ah, qu'est-ce que je porte sous ma robe? La dignité de mes clients. Parfois, je trouve que parfois les clients sont cabossés par la vie et puis et j'essaye avec cette robe de leur rendre un peu de cette dignité qu'ils pensent avoir perdue. Merci beaucoup Nadia. Avec plaisir.